Bonsoir, l'Europe et le monde vivent des événements majeurs. Nous suivrons dans quelques instants les effets du coup de théâtre de Donald Trump, l'annonce que les avions et les navires de guerre américains engagent le blocus du détroit d'Ormuz, avec, vous allez le voir, une réaction très vive de la part de la République islamique d'Iran. Mais d'abord, l'événement est sur le sol de l'Europe avec la défaite de Viktor Orban, défaite douloureuse, dit-il. Nous recevons les images, celle-ci, d'autres images en direct de la foule, l'immense foule ce soir à Budapest. Il était l'homme qui s'opposait souvent à la majorité des États à Bruxelles, Premier ministre hongrois, qui assumait son lien fort avec Vladimir Poutine, mais aussi avec Benjamin Netanyahou, mais aussi avec Xi Jinping, le Chinois. Regardez la foule immense, un mot de ça, Guillaume Roquette. Il était évidemment la bête noire de beaucoup en Europe, notamment de Madame von der Leyen. Elle en est à son deuxième tweet pour célébrer son moment. Là, je pense qu'elle doit boire, elle doit se siroter du Riesling ce soir dans son, je sais pas si elle est à Bruxelles ou en Allemagne. Absolument, même si ça, entre guillemets, c'est un bon retour à l'envoyeur, parce que Orban lui-même était en opposition frontale avec l'Union européenne, en particulier sur deux sujets qui étaient le soutien à l'Ukraine, puisqu'il ne faisait pas mystère de sa proximité avec Vladimir Poutine, ce qui d'ailleurs servait dans une certaine mesure les intérêts de la Hongrie, parce que ça permettait à la Hongrie de continuer à s'approvisionner en gaz russe alors que les autres pays d'Europe essayaient de l'arrêter. Et puis l'autre point, c'était sur l'état de droit, où Orban considérait que ce qui était important, c'était le lien direct entre les électeurs et le pouvoir exécutif, et que les contre-pouvoirs traditionnels comme la justice devaient être laissés à l'écart. Et ça, c'est pas du tout la conception qu'a l'Union européenne de ce que doit être la démocratie. Et d'ailleurs, elle l'a fait payer à Viktor Orban, puisque depuis 2022, ce sont pas moins de 18 milliards d'euros d'aide européenne qui étaient bloqués en raison de la politique d'Orban. Dites-nous un mot, Célia Giuffredi, vous êtes là en direct dans Budapest, on voit les images très impressionnantes. Dites-nous un mot de l'ambiance qui domine ce soir dans la capitale hongroise. Alors c'est assez extraordinaire, je ne sais pas si on va pouvoir le ressentir derrière moi, mais depuis l'annonce de la victoire de Peter Magyar, il y a un flot continuel de personnes, des centaines, des milliers de personnes qui se rendent ici au centre de Budapest pour rejoindre la soirée électorale qui se situe un petit peu plus loin ici sur les rives du Danube. Alors on entend énormément de personnes crier leur joie, mais aussi des klaxons de voitures qui passent continuellement dans les rues. Et vous voyez peut-être sur les images d'Éric Josset, il y a énormément de gens qui traversent les passages piétons pour se rendre ici sur les rives du Danube, car on attend dans quelques heures normalement le discours de Peter Magyar qui prendra place un petit peu plus loin sur notre droite. Merci beaucoup. Allez, un mot sur les perdants quand même. Isaac Barchicha, bonsoir. Vous êtes là, vous êtes le vice-président des Républicains de l'étranger. Le vice-président Vance était même allé, je crois, il y a 4 jours, soutenir Viktor Orban. Alors là, c'est la loi de la démocratie, mais enfin, là, vous êtes dans le camp des perdants. Alors, je savais pas que ce soir j'étais hongrois, mais je l'apprends. En tout cas, la démocratie a parlé. Je pense, je suis pas un expert de la Hongrie. Je pense pas que ce soit ses amitiés ou ses amis avec l'Amérique ou l'Amérique de Trump qui lui ait fait éventuellement perdre les élections. Je pense qu'aussi il y a un problème économique, problème d'inflation. 16 ans au pouvoir, c'est long, et peut-être l'envie de changement aussi pour le peuple hongrois. Et ils ont choisi ce soir une alternative, et tant mieux pour eux. Cela étant, là, il faut dire ce qu'il y a, la personnalité de Trump est difficile à porter en Europe. Moi, j'ai vu je citerai pas de nom, mais des hommes ou femmes politiques en France qui disent, moi, je suis pro-Trump, mais je n'ose pas le dire parce que les Français n'aiment pas, à tort ou à raison, n'aiment pas beaucoup Trump. Non, mais là, je pense que ça ne s'est pas joué sur ces personnalités-là, même si c'est vrai que cette défaite, c'est aussi celle de ceux qui ont explicitement apporté leur soutien, voire physiquement parfois, à Viktor Orban. C'est le cas de J.D. Vance, le vice-président qui s'est déplacé. Donald Trump a fait un nombre incalculable de messages sur son réseau social de soutien. Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahou, l'Israélien. C'est pas seulement la défaite de Viktor Orban, c'est la défaite de ce qu'il a théorisé et qui a eu un impact mondial, et notamment aux États-Unis. Le modèle démocratique illibéral, ce glissement vers une sorte d'autoritarisme compétitif. Attention, en revanche, on ne vit pas une rupture, mais une alternance. Peter Magyar, c'est pas la social-démocratie, mais il y a un grand ouf de soulagement à Bruxelles et à Kiev, en Ukraine ce soir. Et nous sommes très suivis à Bruxelles, parce que là, j'ai l'entourage de Mme von der Leyen, et on la salue, qui nous regarde, qui nous dit, oui, Mme von der Leyen est bien à Bruxelles, et elle vient de parler à Peter Magyar pour le féliciter. Donc effectivement, c'était un moment très important pour les institutions européennes, en tout cas celles qui sont contre les Ukrainiens. Et ce qui est important, c'est que effectivement pour l'Ukraine, c'est
ce fameux prêt de 90 milliards d'euros qui était bloqué systématiquement par Viktor Orban et qui là sans doute ne le sera plus. Mais ça ne veut pas dire non plus que Peter Magyar va faire une politique complètement différente vis-à-vis de l'Ukraine. On sait qu'il refuse quand même le processus d'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, et il refuse également l'envoi d'armes à l'Ukraine. Donc il faut quand même savoir il faisait partie du parti de Viktor Orban il y a encore peu d'années. Donc ils sont différents. Orban a perdu, il a gagné aujourd'hui, mais ça va pas révolutionner l'attitude de la Hongrie par rapport à l'Ukraine. On y revient dans quelques instants. L'autre événement, évidemment, c'est ce qui se passe au Proche-Orient avec ce coup de théâtre inouï, ce retournement de situation où c'est Donald Trump qui renverse en quelque sorte les choses. Il veut un blocus du détroit d'Ormuz et on va voir qu'il s'en donne les moyens. Regardez avec quel avion de guerre, avec quel porte-avions, avec quel destroyer il est en train de vouloir réaliser cette opération tout à fait inattendue, ce blocus dans le blocus. Il prend en quelque sorte les Iraniens à revers. On va en mesurer ce soir les conséquences militaires, politiques, économiques. D'abord, écoutez-le. On va mettre en place un blocus. Ça prendra un peu de temps, mais ça sera efficace assez rapidement. C'est tout ou rien, et cela ne se produira pas dans trop longtemps. Non, on fait juste venir les navires. On a beaucoup de navires, donc on les fait venir. On pense que de nombreux pays vont nous aider là-dessus aussi, mais on met en place un blocus total. Nous n'allons pas laisser l'Iran gagner de l'argent en vendant du pétrole à ceux qu'ils apprécient, et pas à ceux qu'ils n'apprécient pas, ou quoi que ce soit d'autre. Ce sera tout ou rien. Vous avez vu ce que nous avons fait avec le Venezuela. Ça sera quelque chose de très similaire à cela, mais à un niveau supérieur. Général Richoux, l'art de la surprise, là c'est tout à fait inouï, c'est-à-dire que théoriquement c'est les Iraniens qui étaient censés bloquer le détroit, et là il retourne la situation. Oui, mais c'est pas parce qu'il nous surprend qu'il fait quelque chose d'intelligent, déjà. Donc, il faut pas même s'imaginer qu'il a fait transiter 2 détroyers par le détroit hier pour nous expliquer que le détroit était libre. Et puis on voit aujourd'hui que le détroit n'est pas libre. Combien de bâtiments sont passés aujourd'hui ? 12. Donc aujourd'hui, il fait le travail des Iraniens. Donc on sait pas très bien où il va. Peut-être veut-il faire mettre la pression effectivement sur les pays qui ont négocié avec l'Iran, d'accord, mais comment il va tenir avec les navires chinois par exemple qui vont transiter par le détroit? Il va les arraisonner, il va arraisonner avec un navire qui bat pavillon chinois. Mais moi je demande à voir, on verra bien. Oui, mais effectivement, ça va peut-être être difficile dans l'application, mais sur le principe, je trouve que c'est pas idiot parce que la Chine est largement dépendante de l'Iran pour ses approvisionnements pétroliers. Et si effectivement Trump arrive à bloquer le détroit, ça permet d'éviter de faire ce que les Iraniens voulaient mettre en place, c'est-à-dire un contrôle du détroit d'Ormuz où les bateaux des copains, c'est-à-dire les Indiens, les Chinois, eux pouvaient librement passer. Alors que là, Trump dit puisque c'est comme ça, plus personne ne passe. Oui, mais Darius, il veut renverser en fait le rapport de force en privant les Iraniens de ce levier, qui est quand même le levier, le grand levier, le levier optimal qu'on a découvert grâce à cette guerre, si je puis dire, puisque le problème n'existait pas avant. Mais il y a quand même une donnée à prendre en compte, c'est que les Iraniens, ils sont chez eux. Eux, ils vont pas partir. Ils vont rester là. Tandis que Donald Trump, il va partir. Donc, je sais, il va réussir peut-être à renverser, mais momentanément. Alors, on parlait d'art avec le général, mais bon, c'est vrai qu'il y a un art que je constate régulièrement ici, c'est l'art de critiquer Trump. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, quoi qu'il essaye, il est voué à l'échec, il est voué au ridicule, il est voué à tout. De géographie. Non, mais le général, j'apprécie votre optimisme. Mais j'apprécie votre optimisme. Mais à un moment donné, voilà, c'est un art. Peut-être que vous devriez lire son livre, L'art du deal. Peut-être que ça vous inspirera un peu plus sur ces sujets. Mais pour revenir un peu plus sérieusement au point essentiel, oui, Guillaume Roquette l'a dit il y a quelques minutes, ce qui se passe derrière, c'est la Chine. La Chine vit à 80% grâce à ce que l'Iran lui fournit. Et c'est cet enjeu dont on nous parle depuis longtemps. Il veut prendre le territoire iranien, il veut éliminer les mollahs, libérer le peuple. C'est vrai aussi, mais derrière, il y a aussi une question économique, et c'est celle aussi de montrer à la Chine que les États-Unis sont là. On va revenir à la stratégie. Je vous donne tout de suite la parole aussi à la guerre. D'abord, Mathieu Kerman, la colère. On ne sait jamais avec Trump si c'est de la colère réelle ou feinte, mais tout ça se fait sur un ton d'extrême colère.
colère est jamais bonne conseillère. Absolument, une colère qu'il a distillée en 2 temps. D'abord sur son réseau social Truth, puis lors d'une interview, une assez longue interview d'ailleurs accordée à la télévision américaine, à Fox News, Donald Trump qui menace d'anéantir l'Iran. Il peut le faire, dit-il, en moins de 24 heures et même en moins d'1 heure. Tout est prêt selon lui. Si l'Iran n'accède pas à ses demandes, on le sait, il réclame que l'Iran cède sur le nucléaire et une réouverture totale du détroit d'Ormuz. Donald Trump menace donc de frapper une nouvelle fois Téhéran et l'Iran. Et donc, vous en parliez il y a quelques instants, il a annoncé ce blocus total du détroit d'Ormuz. Alors, on sait que des milliers de Marines des soldats américains ont été envoyés en renfort au Moyen-Orient ces dernières heures, que de nouvelles munitions et de nouvelles armes très sophistiquées, selon Donald Trump, ont également été envoyées au Moyen-Orient. Reste désormais à savoir quand Donald Trump va-t-il décider de donner ordre à l'armée d'intervenir en Iran. L'avenir nous le dira. Toujours est-il que Donald Trump est toujours actuellement à Mar-a-Lago en Floride, où il sera de retour dans la soirée ici à Washington, à la Maison-Blanche. Trump ce soir, merci beaucoup Mathieu. La marine américaine, la meilleure au monde, entame le processus de blocus de tous les navires qui tenteraient d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. Gallagher-Fenwick, est-ce que c'est bien joué ? L'objectif, je le rappelle, jusqu'ici, si j'ai bien compris, c'était l'ouverture du détroit d'Ormuz. À défaut de pouvoir l'obtenir, il décide donc de le fermer lui-même. C'est un peu comme si un prisonnier, voulant reprendre le contrôle de son destin et n'arrivant pas à s'échapper de ses cellules, bétonne la porte de sa cellule. Alors certes, il prive le gardien de la joie que ça peut lui apporter de fermer cette cellule, mais ça ne change rien au statut de cette personne qui est enfermée. Elle reste prisonnière. Et ça, c'est ce que Donald Trump ressent. Il est prisonnier du détroit d'Ormuz. Il n'a pas de bonne option. Et les Iraniens le savent, cette question, en réalité, elle n'est pas militaire. Elle est économique. Voilà. Et à ce jeu-là, qui va tenir plus longtemps ? Le consommateur américain ou le consommateur iranien ? Qu'on donne raison en quelque sorte que ce soit une bonne manœuvre ou non, l'importance du détroit. Oui. On comprend là que tous ceux qui disaient « Oh, ils pourraient lâcher le fer », non, en réalité, c'est la bombe atomique. Les États-Unis savent très bien que le détroit d'Ormuz est un enjeu pour le monde entier, de toute façon. Mais la réouverture, elle est capitale pour les deux. La réouverture, c'est pas uniquement pour les deux et pour le monde, effectivement. Quand même, c'est un énorme pari sur l'économie mondiale, ce qu'est en train de faire Donald Trump. Énorme pari. Vous vous rappelez pas sûr de réussir. Des déclarations de l'ancien président russe, aussi détestable soit-il, qui avait dit les Iraniens ont une bombe atomique. Elle s'appelle le détroit d'Ormuz et ils s'en servent. Sauf qu'en attendant, ils rackettent les pays du monde entier puisqu'ils demandent 1 million ou 1,5 million de dollars, je crois, pour faire passer un bateau. 2 millions. Ça a augmenté. Ça dépend du nombre de barils. Et ça, on peut pas l'accepter. Ça, on peut pas l'accepter. Ça gêne pas Trump de faire des choses illégales non plus. Ça ne le dérangeait pas de vouloir faire un deal. Ils disaient on va se partager le pactole. Comment exactement. Attendez, pas ensemble. Voilà. Vous n'avez pas. Je vais vous répondre à chacun d'entre vous. Voilà. Ne vous inquiétez pas. J'adore. Alors, on va commencer dans l'ordre. D'abord, Trump. Isaac Barchicha adore être seul contre tous. C'est une sorte de plaisir pour lui. Parce que je sais que je vais gagner. Il rentre de vacances. Regardez, Isaac Barchicha rentre de vacances. Il est bronzé. Non, mais il est bon perdant en plus. Donc, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Bon joueur. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. On a, et c'est enregistré ces dernières semaines, dit Trump ne va pas négocier. Trump, il va y aller avec la force. Eh ben, il a tenté une négociation, Ce que tout le monde oublie de dire, et c'est dommage que c'est pas dit ce soir, c'est que l'Iran n'a pas aujourd'hui démenti le fait que les négociations ont échoué sur le nucléaire. Donc on sait que maintenant l'enjeu était depuis le début le nucléaire. Sauf que depuis le début, on nous disait pas ça. On nous disait, mais non, ils ont attaqué, c'est une menace pour le monde. Mais c'est le nucléaire, c'est ce que dit Trump depuis des années, que cet accord qui voulait être signé, le JCPOA, en 2015, n'était pas suffisant, n'était pas bon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait un cessez-le-feu permanent. Et que va signifier réellement ce blocus ? On va en prendre toutes les conséquences, c'est-à-dire économiques, politiques, d'abord simplement le déminage aussi, puisque ce détroit serait en partie miné. Regardez là, Aurélien Mel, notre chef d'édition, met ça en direct, c'est le détroit d'Ormuz avec la circulation telle qu'elle est, donc effectivement c'est bien bloqué. On voit qu'il n'y a pas grand-chose qui passe avec d'un côté tous les navires qui sont... Hier. Comment ? 12 bateaux hier matin et au grand maximum une soixantaine, donc quelques pétroliers et des navires à vide également, avec des Iraniens qui disent toute manœuvre militaire sera, je cite, sévèrement punie. Ça ressemble, de la trivialité, mais en plomberie, vous avez ce genre de coude comme ça, où on comprend bien que là, c'est vraiment bloqué, pardon ? Oui, ça s'appelle un siphon. Un siphon, voilà, bravo. Un coude bloqué, c'est Il aime bien m'humilier un peu, Guillaume. Ça ne peut pas être bon partout. La plomberie, c'est pas votre cœur de métier. Vous nous avez rejoint, Guillaume Garnier, bonsoir, merci beaucoup, c'est précieux de vous avoir. Vous êtes ancien plongeur démineur. Quand vous regardez ce
ce siphon. Merci Guillaume Roquette. Un petit mot là-dessus d'abord, sur ce qui est en train de se passer. Effectivement, tout ce qui a été dit est vrai. Il suffit juste d'évoquer le minage de ce détroit, d'agiter quelques mines et de poser le doute et le détroit est fermé. Les opérations sont lancées. Regardez, là, les États-Unis revendiquent ce mouvement de ces deux navires, de ces deux destroyers lance-missiles, l'USS Peterson et l'USS Murphy, qui ont opéré dans le cadre d'une mission. On ne sait pas très bien si... Alors, les optimistes disent qu'ils ont réussi à pénétrer dans le détroit, les autres disent c'est un peu de la gesticulation, qu'ils ont juste titillé le début du détroit. Moi, en attendant, le détroit n'est pas ouvert, parce qu'on nous a célébré ça comme la réouverture du détroit et la supériorité de la Navy. Alors, la Navy est supérieure, bien entendu. Il faut le répéter. Oui, mais il faut le dire. Ils ont la meilleure marine du monde, mais le détroit n'est pas ouvert car le détroit n'est pas ouvrable par la force. J'ai même entendu simple que ça. Des collègues dire qu'ils ont eu l'autorisation de l'Iran. Ah, c'est possible. Oui, c'est possible. On entend tout, mais non, il n'y a pas eu l'autorisation de l'Iran, mais il y a de facto, ils sont passés sans que l'Iran ne réagissent. Voilà. C'est un fait. Comment se passe ce déminage, Guillaume Garnier? Vous plongez à quel donc les plongeurs des mineurs vont jusqu'à 80 mètres de fond. 80 mètres, oui. Ouais. Donc c'est des très grandes plongées. Oui, c'est assez particulier. Bon, pour aller faire du déminage à 80 mètres de fond, c'est quand même 60 mètres là. Un sport à risque. Mais effectivement, les plongeurs des mineurs ont un panel d'intervention qui est assez impressionnant, et le déminage n'est qu'un tout petit spectre en fait de ce panel. D'après votre expérience, voilà, c'est très impressionnant de voir ce que vous faisiez. Dans quelles circonstances vous-même vous avez plongé? Oui, bien sûr. J'ai effectivement déjà plongé pour aller faire du déminage, mais dans quels endroits, pardon? Essentiellement sur des mines historiques, des mines de la Première Guerre mondiale. J'ai effectivement eu la chance de partir dans le Golfe Persique pour une mission avec des chasseurs de mines pour ouvrir la route du Charles de Gaulle. Et là, s'il faut déminer dans le détroit d'Ormuz, de ce qu'on sait des mines, parce qu'en réalité, peut-être que les Iraniens survendent un peu. Hein. Ils ont exagéré le nombre de mines qu'ils ont laissées, mais enfin, il y a du travail. Oui, il y a effectivement du travail, parce que j'ai l'habitude de dire que on travaille avec le doute positif. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il faut y aller. Il va falloir ouvrir ces routes. Il va falloir envoyer des chasseurs de mines pour ouvrir ces routes, mais pour pouvoir faire ce travail-là, il faut que le conflit soit terminé. Et il ne pourra pas y avoir de déminage avec des chasseurs de mines si on risque d'avoir un missile, un drone qui vient intercepter les chasseurs de mines. Donc c'est bien une opération de com à laquelle on a droit depuis hier, puisque les Américains, toute la journée d'hier, ont dit que ces deux destroyers débutaient un processus pour déminer le détroit. Alors vous êtes en train de nous dire que c'est absolument infaisable de déminer si le conflit n'est pas terminé. En tout état de cause, les frégates ou les bateaux américains qui sont passés dans le détroit d'Ormuz ont pas cette vocation de faire du déminage. C'est des frégates antimissiles. Effectivement, les Américains, et ça je vous l'accorde, ont une technologie certainement supérieure, des moyens supérieurs, mais il y a quand même quelques... Ça peut être une étape préliminaire d'observation avant le déminage. Quelques notions physiques qui peuvent pas que les Américains. Ceci dit, le conflit n'a pas repris. Il y a comme quelque chose de positif ce soir, c'est qu'il n'y a pas un coup de feu qui a été tiré. Ça veut dire que quelque part, au moins de facto, la trêve dure dans le détroit. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur l'habileté des deux camps? C'est un peu facile de dire que tout le monde, c'est un peu le côté tout le monde a gagné, mais moi je mesure à quel point et Trump et les Iraniens jouent assez bien, parce que parfois, avec une simple déclaration, avec une bonne image, avec un petit mouvement de bateau, ils arrivent à marquer des points, franchement. Et puis avec une certaine forme de retenue, il faut le dire également, parce qu'on pourrait facilement remonter aux extrêmes en 30 secondes dans cette région-là, et depuis 3 jours, il ne se passe rien. Ça prouve que peut-être que les deux parties ont intérêt à négocier, et je pense que les négociations vont repartir tôt ou tard. Ça, c'est la partie bluff. Et vous verrez, tout au long de la soirée, on est sans arrêt en train d'hésiter, de bonne foi, entre la partie bluff
Est-ce qu'il veut lâcher l'affaire ou au contraire, est-ce qu'il est en train de monter vers la guerre avec des moyens toujours plus grands ? Je pense que c'est ça un des principaux enseignements de ces dernières 24 heures, c'est que les Iraniens, eux, n'ont pas bougé. Ils ont toujours dit, le nucléaire, ça n'est pas négociable. C'est notre souveraineté et on le lâchera pas. Donc, il n'y a pas eu de surprise. On se demandait si Donald Trump n'avait pas envie de trouver un moyen de sortir de ce conflit avec une discussion où il aurait fait semblant d'obtenir quelque chose. Ça n'est pas ce qui s'est passé. Là, je pense que Trump sort de l'ambiguïté en disant, je négocie pas à n'importe quel prix, je soutiens mes alliés israéliens, c'est-à-dire je veux la fin du nucléaire iranien, et deux, s'ils veulent pas, je hausse le ton en envoyant mes bateaux. Et écoutez, Trump qui dit, moi, de nouveau, c'est une sorte de jeu d'échecs où chacun bouge ses pièces. Il dit, moi, je voulais pas 80-90%, non, je voulais 100%. Laissez-moi vous dire, c'est cette déclaration qui les a amenés à la table des négociations. Et ils ne l'ont pas quitté, ils ne sont pas repartis. Je prédis qu'ils reviendront et qu'ils nous donneront tout ce que nous voulons. Et je dis, je veux tout. Je ne veux pas 90%, je ne veux pas 95%. Je leur ai dit, je veux tout. Tout Trump est dans cette déclaration, parce qu'il fait allusion à la fameuse déclaration où il a dit je veux détruire la civilisation. Et avec beaucoup de transparence, si j'ose dire, il dit bien sûr, j'ai jamais voulu tout détruire, mais cette déclaration, prétend-il, a fait bouger les choses. C'est intéressant, Sophie Amara. À tel point qu'il la répète. Et donc, il dit je pourrais anéantir l'Iran en une journée, en 1 heure. C'était des déclarations d'aujourd'hui, et il cite les cibles, toutes les infrastructures énergétiques, toutes les usines, toutes les centrales électriques. Ceci est considérable. Donc il est persuadé que c'est ça qui les a fait plier, qui les a amenés à la table des négociations, mais apparemment c'était pas suffisant les Américains n'ont pas obtenu gain de cause et qu'ils sont rentrés à Washington sans que le problème ne soit réglé. Et en effet, là, on est obligé de contredire Trump. Ce qu'il dit ne fonctionne pas. On voit bien à quel point, pour l'instant, la République islamique résiste. Ces images en témoignent. Moi, j'ai été très frappé par ces images où ils ont l'air très décontractés. C'est des gens qui ont une épée de Damoclès sur la tête. Ils savent très bien qu'ils ont une cible là. Les Israéliens les ont dans le collimateur. Ils peuvent mourir demain matin. Et ils ont l'air, je ne sais pas si on peut voir les images où ils arrivent comme s'ils rentraient d'un congrès c'est assez étonnant. Non, mais non seulement décontractés, mais ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, c'était quand même la première fois qu'ils négociaient en face à face depuis 1979, les Américains et les Iraniens. Et J.D. Vance a serré la main de Galibaf, le président du Parlement. Et des deux sources, des deux côtés, ont dit que les discussions étaient limite décontractées. En tout cas, elles ont eu lieu. Alors, n'oublions pas qu'il y a quand même à peine un mois, la première frappe américano-israélienne, le premier jour de la guerre, elle a tué pratiquement tous les hauts dirigeants iraniens, dont le guide suprême. Et là, ils sont capables de se parler en face à face. La fierté nationale. Ils n'arrivent pas à signer, évidemment, plus qu'une trêve. Ils n'y arrivent pas pour le moment. Mais déjà, d'être capable de faire ça, c'est énorme. La fierté des Iraniens. Dites un mot de ça, vous les connaissez bien, Sophia Amara. C'est comme les Chinois, quand vous leur parlez de la civilisation Han, qui est vrai une très grande civilisation, mais ils considèrent que eux sont là et que nous, en Europe, on est un peu là, quoi. Et les Iraniens ont aussi ce complexe de supériorité, et ce qui est vrai, c'est aussi une très vieille civilisation. On l'a tous. Nous aussi, on l'a. Toutes les nations, toutes les grandes nations l'ont. C'est le complexe de l'empire. Voilà, ils se considèrent comme un empire, et c'est clair. Et en plus, il y a cette dimension de martyr. Alors pas tous, parce que il y a beaucoup de passes d'argent qui leur importe, c'est plutôt leur poche et les sous. Et en plus, je voulais vous dire quand même, petite parenthèse, Galibaf, il est impliqué, c'est un ancien des passes d'Aran, il conduit lui-même son avion, quand il venait à Beyrouth, c'est lui qui conduisait, il atterrissait, il redécollait. C'est un ancien pilote. C'est un ancien pilote, c'est un ancien haut gradé de la force aérienne des passes d'Aran. Il a du sang sur les mains, la main qui a serré la main à J.D. Vance. Rappelons-nous que Trump disait « Attendez-nous, prenez des notes, vous les Iraniens, ceux qui vous ont tués, qui vous ont tiré dessus. » Galibaf, il en faisait partie. Là, il serre la main du deuxième homme fort des États-Unis. Ce sont des durs, ce sont vraiment des durs. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ils s'appellent les uns les autres docteurs, professeurs, parce que beaucoup ont des diplômes, spécialistes de Kant, etc. Ça n'empêche pas que ce sont de grands tueurs, les deux. Oui, ils sont des deux, mais c'est possible. Rappelez-vous, par exemple, Naïm Qassem, qui est le patron du Hezbollah aujourd'hui au Liban. Il est professeur, professeur de chimie, professeur en tout cas, c'est un scientifique. Et d'ailleurs, ils s'en jouent parce que sur les réseaux sociaux, ils ont mis tous les membres de la délégation iranienne sont PhD, ingénieurs, PhD, je ne sais pas quoi, tel diplôme. Et en dessous, ils ont mis la délégation américaine. Ils étaient 60, les Américains, ils étaient 3. Et ils ont mis 100 diplômes, amis de Trump,
gendre de Trump. Oui. Seule qualification. Steven s'est passé par l'une des meilleures universités américaines. Voilà. Oui. Mais ils exagèrent un peu, c'est de la propagande. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est la manière, Guillaume, en tout cas, avec laquelle ils se voient et se conçoivent face à l'Américain. Et regardez, ils ont le pins du guide suprême. C'est le guide suprême qui est mort et celui, le fils, on se voit très bien dans quel état il est. Plus Khomeini. Plus Khomeini, bien sûr. Regardez, pour bien manifester qu'ils étaient là en pensée ou en manne, je ne sais pas trop, le guide, le défunt, guide suprême défunt et son successeur, son fils. Voilà, les deux sont bien présents. Je crois que c'est Kalibaf qui a ça là, au revers de sa veste. Alors qu'il y a une forme de coup d'État finalement, parce que c'est les Pasdaran aujourd'hui qui semblent avoir beaucoup plus la main que les mollahs. Donc on ne sait pas vraiment quel est le rôle du fiston, actuellement, ni dans quel état il est. Mais ce qui est vraiment intéressant là, c'est que c'est la consécration en fait. Ils parlent d'égal à égal. Ils étaient pestiférés il y a un mois, menacés de mort, et aujourd'hui ils serrent la pince au vice-président des États-Unis. Et ben voilà, c'est la consécration mondiale. Il faut toujours faire attention à penser contre soi-même. Est-ce qu'on se fait avoir un peu par la propagande de la République islamique qui dit même pas mal, alors qu'en réalité ils ont perdu beaucoup. Ce sont des grands menteurs. Des professionnels. Comme nous. Et pour le coup, on voit bien, là, ils arrivent vainqueurs alors que leur pays, quand même, a été ravagé sur certaines régions, certaines zones stratégiques, et ils arrivent comme si de rien n'était, tout va bien. Ça montre aussi que les négociations avec eux, c'est toujours du bluff. Et que malgré tout ce qu'on peut dire et ce qu'on a dit sur ces plateaux, qu'on aurait trouvé une solution alternative, de discuter avec eux, on voit qu'en fait, ces gens-là sont des professionnels à la discussion d'apparence, mais derrière, ils y pensent pas moins. Isaac Barchicha, pardon, mais Donald Trump, pardon de vous couper, mais Donald Trump, c'est quand même également un professionnel du bluff. Mais il prend pas les gens, il tue pas les gens, il tue pas sa population. C'est la grande différence. Ça, c'est sûr. Non, il les met en prison. Il les met pas en prison. Il y a une démocratie aux États-Unis. Pour une fois, c'est assez rare. C'est quand même pas le même niveau, pardon. Elle a dit quelque chose de très important là. On peut pas le mettre sur le même niveau. Non, d'accord. C'est impossible. Pour le jeu d'idées, vous avez raison, mais pour la réalité, il faut quand même bien séparer ce qui est une démocratie libérale imparfaite, mais une démocratie libérale et un régime très assassin, quoi. Même l'ennemi numéro 2 ou numéro 3 des États-Unis après l'Iran, c'est-à-dire Maduro, le chef du Venezuela, va avoir un procès parfaitement équitable, avec un juge qui est en plus un démocrate. Donc mettre un signe égal entre le système judiciaire iranien qui assassine sa population et les États-Unis d'Amérique, ça me semble un petit peu osé quand même. Non, pas du tout. Oui, même si quand on est président des États-Unis et qu'on menace d'effacer une civilisation, on menace sa propre civilisation. Parce qu'un État civilisé, démocratique au sens noble et premier du terme, ne profère pas ce genre de menaces. Il défend des valeurs. Et c'est ça aussi le danger que Donald Trump fait courir à son propre pays, à cette formidable aventure américaine. Pourquoi est-ce que ces négociations ne marchent pas? Et on le dit depuis tout à l'heure, chacun avec ses mots, c'est que vous avez face à face deux États qui estiment avoir gagné la guerre. Les Iraniens savent qu'ils sont fortement dégradés, mais ils ont survécu. C'était leur seul objectif. Les Américains sont fiers d'avoir touché 13 000 cibles, d'avoir utilisé l'ensemble de leur technologie pour dégrader militairement un pays effectivement immense et puissant. Mais, et j'en termine par là, ce conflit aura fait de l'Iran ce qu'il n'était pas avant ce conflit, un acteur majeur désormais des relations internationales. Cela étant, est-ce que je peux vous provoquer un peu, Gary Graffenwijk ? Je sais que vous aimez ça. Est-ce que c'est pas plus subtil, paradoxalement, dans les deux camps, et les Iraniens et Trump, que l'invasion de l'Irak par Bush, où on envahit un pays, on essaye de tout enlever, résultat, le groupe État islamique ensuite, alors que là, avec des moyens où les deux, enfin surtout les Américains, retiennent les coups par moment, finalement, ils essaient de naviguer de façon peut-être plus subtile. Tout ça fait partie, vous avez raison, de la négociation. Maintenant, ce qui me frappe, c'est que quand on se penche sur le langage de Bush, qui a connu pareille frustration, Bush fils, sur le dossier irakien et celui de Donald Trump, il y a une rupture sémantique, lexicale. Il y a quelque chose qui a changé. Et ça, on ne peut pas et on ne doit pas le banaliser. En revanche, je vous rejoins sur le fait qu'il y a des choses, et c'est souvent le cas, bien plus subtiles que ce qu'on perçoit. C'est J.D. Vance n'a quasiment rien dit des 21 heures qu'il a passées dans la négociation. Les Iraniens nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire. On sent que la porte du côté de Trump et du côté de Kalibaf, elle reste ouverte. Donc tout ça, c'est aussi la poursuite du jeu des négociations par d'autres moyens. Petite parenthèse, c'est Thierry Breton qui le rapportait tout à l'heure sur notre antenne,
cette tradition américaine. Apparemment, Vance a fait attendre les autres pendant 4 heures dans son avion. Je ne sais pas si vous avez lu ça aussi, c'est ce que rapportait Thierry Breton, parce qu'il finissait sa nuit avec le décalage horaire, etc. Kissinger faisait ça avec il restait à l'heure américaine. Il imposait des rendez-vous à 2h du matin aux gens parce qu'il voulait rester à l'heure de Washington pour pas s'ennuyer. Oui, c'est vrai, ça démontre une forme peut-être de supériorité qui est pas forcément la bienvenue quand on veut essayer de négocier. Moi, je suis pas d'accord avec Gallagher quand il dit ça a installé l'Iran comme un acteur international. Moi, je pense plutôt que ça l'a révélé. C'est-à-dire que les moyens de pression, d'influence de l'Iran, ils étaient préexistants. Bloquer le détroit d'Ormuz, c'est la géographie. Avoir un armement qui permet de taper sur toute la région, ils l'avaient déjà avant. Utiliser leur proxy, notamment le Hezbollah au Liban, ils l'avaient déjà avant. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils l'avaient pas actionné. Et donc, en ça, la guerre les installe. Mais on peut aussi voir la situation autrement, en disant, c'est bien parce que l'Iran avait tous ces moyens de nuisance à sa disposition qu'il faut essayer de changer de régime. Il ne faut pas confondre la capacité et l'intention. Et effectivement, là, vous décrivez un potentiel qui s'est révélé par le biais de cette guerre. Est-ce que si cette guerre n'avait pas eu lieu, cette capacité se serait manifestée de la même manière? On ne sait pas. Je suis d'accord. Est-ce que Trump cache son jeu? Regardez, il était à une compétition d'Ultimate Fighting. Et je précise qu'il y a sur ce plateau une spécialiste d'Ultimate Fighting. Parmi vos nombreuses spécialités, j'ai eu honte. Tout à l'heure, je ne savais même pas de dire ça. Je disais Ultimate machin, pardon. Je sais que vous êtes une grande fan d'Ultimate Fighting. J'adore le MMA. Voilà. Et donc, effectivement... Et vous avez beaucoup d'amis tchétchènes qui font l'Ultimate Fighting. En fait, ils sont très bons. Et Donald Trump apprécie beaucoup ce sport. Donc quand J.D. Vance est en train de négocier pendant ces 21 heures sur lesquelles on ne sait pas grand-chose, bah lui, il est là-bas, mais il avait quand même emmené Marco Rubio. Est-ce que c'est autour du ring? Alors regardez l'image, parce qu'ils ont quand même par moment regardé le téléphone portable de Rubio, parce qu'ils suivent en même temps. L'image est incroyable. C'est d'un côté, il y a Vance à Islamabad avec tout le poids de la négociation, et de l'autre, Trump, voilà. Oui, un autre type de ring. Alors, c'est votre héros. Non, mais je trouve que c'est une diplomatie qui est différente de ce qu'on a pu avoir ces dernières années, et mais ça parle aux gens. C'est-à-dire que parfois, quand on veut faire des affaires, quand on veut rapprocher les gens, ben on les amène dans un endroit où ça leur plaît, ça leur fait plaisir. On peut discuter librement plutôt que de se trouver dans un bureau fermé. Et puis, il a confiance en son vice-président puisqu'il l'a envoyé jusqu'à là-bas. Il a fait quand même une pause à Paris de quelques minutes avant de repartir pour le Proche-Orient. Confiance ou pas trop confiance, parce que c'est une façon de mouiller aussi. Ou envoyer à la... Il ne faut pas oublier qu'il faut penser à la succession. Oui, il le teste. Il faut penser à sa succession. Donc il est entouré entre Rubio et Vance. Il veut voir qui est le plus sérieux de tout ça. Mais il a dit sur Vance avant qu'il parte. Il a dit si ça réussit, j'en prendrai tout le crédit. Mais alors par contre, si ça rate, je ne vais pas me gêner. C'est pas encore fini. Il reste encore quelques jours. Les négociations ne sont pas encore tout à fait finies. Non, elles ne sont pas finies. Non, souvent quand je vois ces images, j'avais envie de vous poser la question, Isaac. Si on avait eu une image il y a quelques années de Barack Obama qui était président et qui s'était rendu à un match de basket pendant que Robert Mallet, Anthony Blinken, Ben Rhodes, Jake Sullivan étaient face aux Iraniens, est-ce que vous auriez eu le même sourire et la même gourmandise en commentant une image comme ça? Gallagher, les Américains ont voté pour Trump. Ils le connaissaient avant. Il a toujours été comme ça. Donc Obama était peut-être sympathique, fun. Il était tout sauf sympathique. Non, il était sympathique, mais à la façon démocrate. Laissez-nous nos illusions, Gallagher Fenwick. On aime bien dire Obama était sympa parce qu'on aime bien Obama. Voilà. Mais à la façon démocrate, et Trump, tout le monde le connaît depuis des années, d'être hors sol, hors jeu. Et c'est aussi peut-être pour ça. Hors sol. Oui, c'est peut-être pour ça. Ça vient de vous. Mais c'est ça qui a fait sa particularité. C'est pour ça que les Américains l'ont voté pour lui pas qu'une fois, mais 2 fois. En tout cas, hier soir, c'était sur ce ring que l'intérêt de Donald Trump allait. Et juste, il a parlé. Vous voyez, il parle aux lutteurs, etc. Et en fait, il est en train de faire son marché, si je puis dire, puisqu'il a parlé avec Joe Rogan, qui est un podcasteur américain, et d'ailleurs qui avait interviewé Donald Trump juste avant un de ses matchs. Je crois que c'est même la raison pour laquelle il s'est rendu. Trump, oui, mais il est en train de voir lequel des lutteurs il va pouvoir récupérer pour son anniversaire au mois de juin et qui va être concomitant avec les 250 ans des États-Unis. Donc voilà la raison pour laquelle Donald Trump était à ce combat samedi soir. Regarde tout ça avec un air, il dit mais qu'est-ce que c'est? Non mais quand le président de la République va voir un match de foot, on dit pas ça. Alors moi, pour le coup, ça me choque pas du tout. C'est très curieux. Oui. Non, mais pourquoi est-ce que le président des États-Unis peut pas aller voir un match de foot? Le général veut être invité. Je ne comprends. Non mais franchement, il faut pas chercher une analyse politique
chaque fois qu'on voit un événement, il peut aimer ça, il peut simplement avoir envie de rencontrer des gens. Est-ce que c'est une manière de cacher son jeu? Parce que le monde entier se demande s'il bluffe, s'il veut lâcher l'affaire, ou au contraire, s'il veut aller très fort en guerre, et pendant ce temps, c'est aussi l'habileté de Trump. Oui, c'est aussi une façon de montrer à ses électeurs et aux citoyens américains qu'il y a une hiérarchie dans l'importance des sujets, et que donc effectivement il aurait pu s'enfermer dans la Situation Room en disant je parle à personne tant que je demande à Rubio de me rendre compte toutes les 15 minutes, et donc tout l'intérêt du pays aurait été focalisé là-dessus. Là il préfère aller dans ce genre de spectacle. Moi j'avoue que j'ai une aversion viscérale pour la violence physique, donc j'ai beaucoup de mal avec cette activité. Enfin apparemment c'est légal, donc c'est comme ça. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est un signe pour Trump de dire voilà, la vie continue. Le faux détachement politique, c'est très précieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'anecdote fantastique de, comment s'appelle-t-il, de Boris Eltsine quand il abolit le Parti communiste de l'Union soviétique. Il dit bon, on va se détendre un peu. Allez, je vous propose d'abolir le Parti communiste de l'Union soviétique. Donc il présente la décision historique comme si c'était un petit truc. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, la réalité de ce qui se passe, revenons-y, c'est le fait que Trump surprend le monde entier avec cette décision d'engager le blocus du détroit d'Ormuz. Et regardez là le luxe de moyens. Groupe aéronaval Lincoln, puisque c'est le pilier de cette opération, c'est le porte-avions Lincoln, mais qui est entouré de toutes sortes de navires. Je crois que vous expliquez qu'il y a 8 ou 9 destroyers dans la région. Alors, ils sont pas tous dédiés à la protection. Il doit y en avoir 4 ou 5, peut-être 4 dédiés à la protection du Lincoln. Mais il y en a d'autres parce qu'ils ont des capacités de missiles de croisière absolument considérables. Et donc, c'est deux destroyers comme ça qui sont allés hier dans le détroit d'Ormuz. Et c'est vraiment une annonce de combat. Je le cite, pendant qu'on reste sur ces images. La marine américaine, la meilleure du monde, entame le processus de blocus de tous les navires. J'ai ordonné à notre marine de rechercher et d'intercepter tout navire en eau internationale ayant payé un péage à l'Iran. Quiconque paie un péage illégal ne bénéficiera d'aucun droit de passage. Tout Iranien qui tirera sur nous ou sur des navires pacifiques sera envoyé en enfer en lettres majuscules. Le blocus débutera prochainement. Et là, il y a une mention un peu énigmatique. D'autres pays y participeront. C'est quand même dingue parce que il y a 15 jours, Trump engueulait les Européens parce que les Européens ne l'aidaient pas à dégager le détroit d'Ormuz, et maintenant il se fait une fierté de le verrouiller complètement. C'est pas forcément idiot, mais simplement c'est vraiment ce qu'on appelle une guerre de mouvement. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je constate aussi c'est que pour faire ce blocus, Trump va rapprocher ces bateaux de plus en plus de l'Iran. Et donc c'est peut-être plus dangereux, non? Est-ce qu'ils vont pas être à portée de tir? Il n'y a pas besoin de rapprocher les bateaux. Il y a des tas d'avions. Avec des avions, on fait un blocus. Si on menace de détruire un bâtiment qui franchit, on peut le détruire à coups de missile. Oui, mais on le coule. Ensuite, alors que là, l'idée, c'est plutôt de les bloquer pacifiquement. Et puis, de toute manière, il va pas le détruire, le bateau. S'il fait quelque chose, c'est raisonné. Donc ça se fait avec des SEALs, ça se fait avec des équipes spécialisées, à coups d'hélicoptères. On les largue sur le pont, comme on le voit faire avec les luttes anti-narco, par exemple. Et puis ils prennent d'assaut, ils arraisonnent le bâtiment. C'est comme ça que ça se passe. Mais il ne faut pas imaginer qu'ils vont se mettre en ligne comme à la bataille de Trafalgar et puis commencer à bombarder. Donc ça ne sera pas une bataille navale. Ça ne sera pas une bataille navale. Non, pas de malheur, général. Donc il n'y a pas besoin de se rapprocher, il n'y a pas besoin d'être compact. Il n'y a même pas besoin, à mon avis, d'avoir un dispositif quasiment particulier, parce que le seul fait de dire que le détroit est fermé, ça veut dire qu'il est fermé et que personne n'osera le faire. Comment va se passer on va revenir à ce qui passe, ce qui passera pas. Mais comment va d'abord, là on voit le lieu, on voit la fermeture du détroit potentiel. Écoutez cette séquence très intéressante où la radio iranienne bloque, avertit, et ça permet de voir ce qui se passera si vraiment il y a un affrontement direct entre les Iraniens et les Américains. Navire de guerre 121, ici la base navale des gardiens de la Révolution. Vous devez modifier votre cap et retourner immédiatement dans l'océan Indien. Si vous n'obéissez pas à mon ordre, vous serez pris pour cible. Terminé. Ici le navire de guerre 121 de la coalition. Nous effectuons un passage conformément au droit international. Aucune opposition ne vous est adressée. Navire de guerre de la marine américaine en transit à proximité. Ici la marine des gardiens. Ici la marine des gardiens. Dernier avertissement. Dernier avertissement. Dernier avertissement. Attention à tous les navires, attention à tous les navires, attention à tous les navires en mer d'Oman. Ici la marine iranienne des gardiens.
Si vous apercevez un navire de guerre à proximité, maintenez une distance de plus de 10 miles, car je suis prêt à ouvrir le feu sans aucun avertissement. Voilà, et regardez l'image en direct, le vice-président Vance, en léger différé, c'est Vance qui rentre à la base d'Andrews, donc il a fait le voyage en sens inverse, là il n'a pas eu besoin de dormir en supplément dans l'avion, et il rentre pas bredouille, puisqu'on verra, les négociations peuvent reprendre. Enfin, la premier round est quand même un round pour l'instant en échec. Évidemment, c'est une administration qui devait avoir géré. Qu'est-ce qui se passe si, effectivement, il y a un affrontement direct? Faites-nous des explications dans le détroit d'Ormuz si un bateau tente de forcer le blocus. D'abord, ça n'arrivera pas. Et puis, un bâtiment militaire. Donc, d'un bâtiment militaire, à mon avis, là, l'Iran n'en a plus beaucoup. À la limite, il peut y avoir des incidents avec les vedettes rapides, dont ils doivent avoir encore quelques exemplaires. C'est déjà arrivé dans le passé, et à ce moment-là, la vedette rapide, honnêtement, elle sera détruite dans la foulée. Il y a aucun problème. Attention, vous parlez sur le contrôle, parce qu'on a un passionné, quelqu'un qui connaît à fond les blocus maritimes, c'est le général Yakovlev, parce qu'il m'a écrit le détail tout à l'heure, y compris les raffinements. Moi, j'ignorais, par exemple, qu'un bateau peut faire un reflag, c'est-à-dire avoir... Oui, de changer on met un drapeau chinois. Voilà, éventuellement, oui, bien sûr. Est-ce que les Américains oseront abattre un bateau mais en aucun cas, on ne tirera sur un bâtiment civil et sur un pétrolier, comme peuvent le faire, par exemple, les gardiens de la Révolution, et comme ils l'ont fait dernièrement. Ça n'arrivera pas. Ce qui arrivera, c'est de prendre d'assaut le bâtiment avec des SEALs, des forces spéciales, comme on l'a vu. D'ailleurs, comme le font les Houthis, d'ailleurs, en mer Rouge, ils l'ont fait très très bien. Donc, on arrive, on se pose sur le pont en hélicoptère, et puis on arraisonne le bâtiment en disant vous passez sous le contrôle de la marine des États-Unis. Voilà, les Iraniens est-ce qu'ils saisiront l'occasion pour faire monter les enchères? Déclaration, gardien de la Révolution. Toute mauvaise manœuvre piégera l'ennemi dans des tourbillons mortels. Alors c'est la rhétorique, chacun la sienne. Ils ont chacun leur hyperbole. Moi, ce qui me fascine, c'est que dans ce qui a été fait, la séquence qu'on a vue avant, on menace, mais il n'y a pas d'incident. C'est ça, moi, qui me... Vraiment, la chose que je conclus, c'est on se menace, on se regarde, on s'estime, à la jumelle, mais il n'y a aucun incident. Je pense qu'aucune des deux parties n'a intérêt, aujourd'hui, à ce que ça dérape. Je suis d'accord. Effectivement, le fait que le cessez-le-feu tienne, malgré l'échec des négociations, c'est une sorte de message subliminal envoyé par les deux parties en disant, OK, pour l'instant, on n'y arrive pas, mais on reste ouvert. On va quand même laisser ses chances à l'avenir de la discussion pour pas tout de suite repartir dans l'affrontement armé. Non, je suis d'accord, la menace fait partie de la négociation. C'est forcément désagréable, mais c'est la manière de rester dans un rapport de force qui est nécessaire pour se rapprocher le plus possible de ses objectifs dans le cadre de ce qui est un compromis, une transaction. Deux choses. La première, c'est qu'il faut rappeler que c'est illégal en droit international de privatiser un détroit naturel. Le Panama peut demander un droit de passage parce que c'est une construction artificielle. Pareil pour les Égyptiens au niveau du canal de Suez. Mais c'est illégal pour les Iraniens de privatiser le détroit d'Ormuz. De toute façon, c'est un acte de guerre. Un blocus, c'est un acte de guerre. Absolument. Quelle que soit la nature du pouvoir qu'il exerce est essentiel, et surtout dans cette situation. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quand même une belle opportunité pour faire rentrer un peu de diplomatie dans cette histoire, mais multilatérale. La France pourrait porter une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies où elle embarquerait les pays arabes, mais même la Chine et la Russie, parce que la réalité, c'est que tout le monde a intérêt à ce que ce détroit soit rouvert. Et donc, par cette voie-là, permettre de faire rentrer d'autres acteurs dans le jeu qui calmeraient un petit peu tout cela et qui permettraient en parallèle aux Américains, aux Iraniens de continuer. Est-ce que tout est possible jusqu'à une forme de contentement des deux parties de traiter ensemble? Rappelez-vous Trump et Kim Jong-un, il faut toujours se rappeler ça. Kim Jong-un, le dictateur stalinien, communiste, etc. Et finalement, ils se sont vus, ils se sont serrés la main, ils ont plaisanté ensemble sur le fait qu'ils doivent perdre du poids, etc. Est-ce qu'un jour, on peut assister à Trump serrant la main de Galibaf, ou je ne sais pas quoi? Mais pourquoi pas? J.D. Vance l'a fait il y a quelques heures. Pourquoi pas avoir un Trump qui débarque à Téhéran un jour? Ce qui est inimaginable, parce que rappelez-vous, aucun autre président ne l'a fait avant lui, depuis 79. Oui, mais c'est Trump. C'est Trump qui est complètement différent de tous ses prédécesseurs. Je voudrais quand même juste noter, parce qu'on a assisté à un grand moment de journalisme il y a quelques minutes, où Gallagher lui-même disait que la méthode Trump, en fin de compte, fonctionne. Cette méthode de dissuasion qu'on a tellement critiquée ces dernières semaines, le droit international qu'on a tellement critiqué l'Amérique ou Israël ou d'autres pays, là on dit le droit international pour l'Iran, ça va plus trop, ils n'ont plus le droit de faire du racket, le péage, ça fonctionne plus, etc. Non mais donc je suis bien content de
voir qu'il y a des idées avec le temps qui évoluent dans le bon sens, mais là où on se rejoint tous, c'est la diplomatie. Moi, je suis pour que les autres pays, notamment la France, qui n'a pas été prévenue au match aller, qu'elle le soit maintenant au match retour, et qu'elle puisse intervenir. Les Américains affirment que c'est pas du tout c'est pas de la gueule. Hein. Ils disent demain, 13 avril, c'est CENTCOM qui avait demain à 10h, le blocus entre en jeu. Donc c'est bien, c'est pas une menace vague pour un jour. Oui, mais Trump est quand même et je le redis, il est dans un piège. Soit il rentre dans une négociation dont on a bien compris, et ça a été expliqué, qu'elle sera nécessairement longue. Je rappelle que rien que sur le sujet du nucléaire, c'était plus de 2 ans. Soit il reprend la guerre, et l'impact à nouveau économique et énergétique sera absolument majeur. Dans les deux cas, c'est relativement insupportable pour Donald Trump et son électorat. Et s'il reprend la guerre, justement, ce qu'il va devoir faire en premier, c'est lutter très longuement pour reprendre ce contrôle d'Ormuz. Ça va pas être facile, ça va être long. Et on a quand même l'impression que Donald Trump était particulièrement ulcéré par le fait que les Iraniens aient déclaré de facto qu'il contrôle Ormuz, et il veut lui-même maintenant, avec ce blocus, contrôler Ormuz. C'est-à-dire il veut montrer qu'il n'y a pas que les Iraniens qui peuvent contrôler Ormuz, mais que lui peut contrôler Ormuz également. Regardez de quelle façon, effectivement, les Américains montrent que, en tout cas, ils ne font pas que bluffer. C'est peut-être du bluff, mais c'est pas que du bluff. Ils montrent que des moyens sont en train d'arriver. Les ravitailleurs sur l'aéroport Ben Gurion, donc à Tel Aviv, des dizaines d'avions ravitailleurs KC-135 de l'US Air Force ont été repérés. Ils savent très bien que c'est repéré et que c'est tout de suite photographié par, comment est-ce qu'on appelle les gens qui photographient les avions, les spotters, flight watchers ou un truc. Non, c'est pas ça. Enfin, peu importe quoi que dans soit. Qui photographient les avions. Oui, enfin, il y a des passionnés d'avions. Enfin, dans tous les aéroports et les gens qui ils savent bien que ce sera filmé, et donc c'est une façon de dire voilà, on est en train de monter sans arrêt. Et avec l'autorisation de l'armée israélienne, puisque aucune image ne sort de Ben Gurion sans l'autorisation de l'armée israélienne. Donc ça veut dire qu'il y a un message qui est envoyé au monde pour dire attention, Trump ne rigole pas. Moi je pense qu'il s'y est préparé depuis le début à cette possibilité d'aller jusqu'au bout dans cette guerre. Il a voulu mettre un temps de repos pour voir si réellement les Iraniens avaient appris de leurs échecs en termes de négociation. On voit que c'est toujours pas le cas. Maintenant, il va falloir aller plus loin. Précisez votre pensée. Vous pensez que s'il peut trouver une solution, tant mieux. Sinon, il ira à la guerre. Mais je pense sincèrement que Trump, malgré tout le plaisir qu'ici on a à dire ou ailleurs de ses compliments ou de ses avantages ou ses atouts, c'est quelqu'un qui souhaite la paix et souhaite négocier, mais d'une manière qui est différente de ce qu'on nous entend. Donc si effectivement il y a alors certains diront une voie de sortie, mais il y a la possibilité de serrer la main aux Iraniens et de faire une bonne fois pour toutes que la paix, de leur enlever l'arme nucléaire ou cette menace nucléaire, eh ben l'affaire sera pliée et on passera à autre chose. Ah oui, Trump en homme de paix, oui, il fait vraiment de la déception, là. C'est de la déception au sens militaire. C'est-à-dire que quand on commence à aplatir un pays comme il l'a fait, et puis vous nous expliquez qu'en fait... Et qu'on dit aux Iraniens, help is coming. Voilà, on arrive, et puis en fait, il a rien fait. Moi, j'en remarque aussi que vous étiez fanat de la guerre, que vous avez dit, c'était la première semaine, c'est que la deuxième semaine, c'est que la troisième semaine. Et je vous avais dit 6 semaines. Et 6 semaines, il s'est rien passé, il n'a rien gagné du tout. Et maintenant, vous dites, regardez, il a atteint ses objectifs. Listons ensemble tous les objectifs qui ont été atteints pendant ces 6 semaines. Ils n'ont même pas été annoncés. Considérables sur les avancées qui ont été faites sur notamment la tête du régime de Mollah et autres en Iran, sont considérables. Maintenant, personne ne peut se réjouir. Le régime est là. Le régime est là. Le peuple iranien est-il libéré? Il ne l'est pas. Mais il ne peut pas, c'est la dernière étape. Le nucléaire est-il en sécurité? Il ne l'est pas. Est-ce que Israël est à l'abri des coups? Les missiles pleuvent et les charrettes pleuvent. Est-ce que le détroit d'Ormuz est libéré? Libérez-moi ce putain de... c'est une citation. Vous vous souvenez, c'est pas moi. Voilà, libérez-moi ce putain de détroit, a-t-il dit? Est-il libre? Hier, il a fait transiter 2 destroyers pour nous expliquer qu'enfin c'était réglé, qu'ils avaient la maîtrise de l'affaire. Et aujourd'hui, il fait le blocus parce qu'en fait, aucun navire ne passe. Donc je vous donne rendez-vous demain 10h. Ah ben moi, j'aimerais bien savoir quels buts ont été atteints, à part sur le plan déclaratoire, politique, et puis pour... l'élimination de cadres assez importants. Et 70 ou 80 qui se pointent à la négociation, c'est qui? Mais ils appartiennent pas au régime. Justement, c'est peut-être aussi un message qu'on n'a pas décrypté ensemble. C'est peut-être l'équipe bis, l'équipe des suppléants, qui peut-être ces gens-là ont aussi eu intérêt à se débarrasser des Mollahs, parce qu'ils étaient très intéressés de ne plus avoir des Mollahs. Non, mais attendez, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Oui, j'avais pas compris qu'il y avait une complicité avec Donald Trump. Voilà, merci. Mais en tout cas, ils se sont bien entendus. C'est très gentil. Donc c'est un homme de paix. On reviendra. Vous êtes formidable, Isaac. On reviendra dans quelques
instants, puisque vous le voyez, on continue à suivre ces événements en direct. Donc le blocus entrera dès ce lundi en vigueur. Ça montre la détermination des Américains et de Trump à montrer le fer, à faire sentir le fer aux Iraniens. Faisons des tours par Budapest. Regardez d'abord les images. C'est la défaite reconnue par Orban après 16 ans de pouvoir par Viktor Orban. Il parle d'une douleur. C'est son concurrent Peter Magyar qui sera le nouveau Premier ministre. Vous êtes là, Cédiat Jousfredi, un mot de l'ambiance à Budapest à la minute où nous parlons. Alors déjà Darius, il faut vous dire que vous avez raté un feu d'artifice il y a quelques minutes qui a été tiré du pont juste que vous voyez derrière moi. On va essayer de vous faire vivre un petit peu l'ambiance avec nous qui est assez extraordinaire, indescriptible. Il y a beaucoup de joie mais aussi beaucoup de soulagement chez tous ces Hongrois qui viennent ici célébrer la victoire de Peter Magyar dans le centre de Budapest. Depuis l'annonce de sa victoire, c'est un flot incessant d'Hongrois qui arrivent ici dans le centre de Budapest par les métros mais aussi par le pont. Vous pouvez les voir, ils arrivent ici de dessous du pont et c'est des milliers de personnes qui viennent célébrer ce soir cette victoire. J'aimerais vous dire un mot sur la participation qui a été extraordinaire aujourd'hui. Plus de 78% de taux de participation à 18h30. On disait que la mobilisation de la jeunesse était très importante et ce soir ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y a énormément de jeunes qui viennent célébrer Peter Magyar ce soir à Budapest. On va entendre écouter le nouveau Premier ministre Peter Magyar qui lui succède et qui est ce soir victorieux. Regardez l'image, on devrait la voir là, le voilà, qui prend la parole. Et ce soir, vous parlez couramment hongrois, évidemment, vous allez nous faire la traduction en direct, Aniva, je plaisante, Aniva. Évidemment, on l'entendra dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, là, il y a deux Europes ce soir. Hein. Une Europe qui est triste, c'est l'Europe conservatrice. Il était vraiment un tenant de l'Europe conservatrice, même peut-être un de ses plus forts appuis. Il avait été très appuyé par Vance, le vice-président américain. Et l'autre Europe, alors qu'il jubile, Thierry Breton, qui est familier de ce plateau, lui aussi a tweeté, alors pas deux fois encore comme Ursula von der Leyen, il se moque de Vance. Faisons de l'ingérence électorale une grandeur à nouveau. Il se moque de Vance qui aime bien, qui châtie bien. Ça montre d'ailleurs que les peuples font ce qu'ils veulent. Et que, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire dans le passé, notamment en Roumanie, où quand un résultat d'élection ne plaît pas aux dirigeants européens, ils disent « Ah, c'est parce qu'il y a de l'ingérence, c'est l'horrible Trump qui se mêle de tout ». Là, Monsieur Trump est intervenu de façon régulière dans cette élection. Vous le disiez, son vice-président J.D. Vance est allé faire campagne aux côtés de Viktor Orban. Les Hongrois avaient envie de changer de Premier ministre et de majorité, et ils l'ont fait. Et rappelons, on parle souvent d'ingérence dans le sens où dans l'autre, tout le monde fait de l'ingérence. Hein. Rappelez-vous, Obama qui était allé faire campagne au Royaume-Uni contre le Brexit, ce qui était une ingérence totale. Hein. Mais il y a aussi de l'ingérence du côté des Russes, des Chinois, enfin ça va de tous les côtés. Hein. Quoi qu'il en soit, écoutez ce soir Orban qui reconnaît sa défaite. Oui. Mes chers amis, le résultat des élections, bien qu'incomplet, est compréhensible et clair. Ce résultat est douloureux pour nous, mais clair. Les électeurs ne nous ont pas accordé la responsabilité et la capacité de gouverner. J'ai félicité le parti victorieux. Oui, bonjour. Voilà, et nous reviendrons plus tard dans l'émission sur cet événement qui compte beaucoup dans l'équilibre européen puisque Orban évidemment souvent s'opposait à un certain nombre de votes et arrivait à contre-peser à des décisions européennes. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent, à celles et à ceux que Trump met en œuvre dès ce lundi le blocus du détroit d'Ormuz, blocus acte majeur, acte de guerre. Hein. Dites un petit mot de ça, c'est toujours risqué les blocus, hein. On va voir les images militaires, on ne sait pas si ça profite aux bloqués, aux bloqueurs, depuis le blocus, vous qui êtes un passionné d'histoire, Napoléon. Ah oui, mais il y a eu le blocus continental, donc ça empêchait, c'était pour empêcher l'Angleterre de pouvoir aller chercher ses matières premières ou bien de commercer avec le continent. Et ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché, non, ça n'a pas bien marché parce qu'on souffre tant. On souffre tant, finalement, dès qu'on plombe le libre-échange, à un moment donné, ça veut dire que vous êtes prêt à faire des efforts, enfin des concessions, des efforts de guerre. Non, alors le blocus, c'est véritablement un acte de guerre. Hein. Il faut bien le distinguer de l'embargo, qui est passif. L'embargo, c'est-à-dire on n'achète plus. Voilà, on considère que t'es pestiféré, on n'achète plus chez toi, mais il n'y a pas c'est pas un acte de guerre. Là, le blocus, ça peut aller du point de vue militaire jusqu'au feu. Je veux dire jusqu'à faire feu sur un bâtiment. Et la nouvelle, ça n'arrivera sûrement pas, mais ça peut. En théorie, ça peut aller jusque là. On reviendra au moyen, mais Mathieu Kerman, vous êtes avec nous en direct à Washington, et ce qu'on apprend
apprend ce soir, c'est que c'est une mise en œuvre immédiate, ce lundi. Oui, absolument. Annonce faite il y a quelques minutes, à peine quelques secondes, par le CENTCOM, le centre de commandement de l'armée américaine basé au Moyen-Orient. Ce blocus débutera demain lundi à partir de 10h ici à Washington. Annonce donc à l'instant du CENTCOM qui précise que ce blocus s'appliquera de manière impartiale à tous les navires, quelle que soit leur nationalité, qui entrent ou qui sortent du détroit d'Ormuz et des ports et des zones côtières iraniens. Et le CENTCOM qui précise tout de même que les navires qui ne partent pas des ports iraniens pourront traverser librement le détroit d'Ormuz. Annonce donc qui intervient quelques heures après la très grande colère de Donald Trump qui s'est exprimé à 2 reprises, d'abord sur son réseau social, puis à la télévision américaine sur Fox News. Donald Trump qui ne relâche pas la pression et qui annonce donc ce blocus dans le détroit d'Ormuz. Réponse donc à l'échec des négociations hier à Islamabad au Pakistan. Donald Trump réclamait la fin du nucléaire iranien et la réouverture totale du détroit d'Ormuz, mais c'est bel et bien un échec. L'annonce donc, je le répète, faite il y a quelques instants du CENTCOM, c'est que ce blocus débutera demain, lundi, à partir de 10h. Merci beaucoup Mathieu. Jusqu'où ira Trump ? Écoutez-le, puisqu'il parle maintenant de la destruction des infrastructures. Il faut se rappeler que les Israéliens l'avaient fait dans la banlieue de Tel Aviv, dans la banlieue de Téhéran, pardon. Trump avait l'air plutôt hostile à ce genre de manœuvre, mais là, il se dit prêt à l'exercer. En l'espace d'une demi-journée, il ne leur resterait plus un seul pont debout. Il ne leur resterait plus une centrale électrique debout. Et ils se retrouveraient à l'âge de pierre. Je préfère éviter cela. Voilà. Là, on est dans la menace très concrète. Rappelez-vous ce qui s'était passé, c'était le 7 mars, où les Israéliens avaient bombardé massivement les raffineries, les dépôts pétroliers, notamment au sud de Téhéran. Et les images rappellent que c'est ce que Trump pourrait réaliser là. Et là, on est dans un degré de pression qui est quand même très fort militairement. Oui, mais pourquoi ça n'a pas été fait au bout depuis un mois et demi ? D'un seul coup, en l'espace d'une demi-journée, il est capable de faire ce qu'il n'a pas été capable de faire en un mois et demi. Parce que je veux dire, il voulait mettre à genoux l'Iran. C'est la preuve qu'il n'a pas été capable de mettre à genoux l'Iran. Non, parce que justement, voilà. il vous a écouté. Il n'a pas voulu répéter la guerre en Irak où ils sont arrivés au début massivement et ont tout fait péter, d'accord ? Ils ont voulu y aller par étapes, ils ont voulu croire à ce que l'Iran serait pas fou d'aller aussi loin, croire que l'Iran serait peut-être prêt à négocier, et si, encore une fois, les négociations échouent, eh ben, vous verrez que Trump ira jusqu'au bout. 1 800 000 km², vous n'aplatirez pas un pays comme ça, décentralisé. C'est des semaines et des semaines, voire des mois. Je rappelle qu'il a fallu 4 ans pour aplatir l'Allemagne, et en 1944-45, les usines d'armement allemandes continuaient à produire à pleine capacité. Donc, en fait, ça ne marche pas. On voit bien, par exemple, Vladimir Poutine, qui a essayé d'éteindre la lumière en Ukraine depuis 3 ans, il n'y est jamais arrivé. Sophia. Oui, tout à l'heure, on essayait avec Isaac Barchicha de vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est que pour une fois, nous étions d'accord sur quelque chose. Et puis, on est parti sur la Hongrie, et c'est tant mieux. Mais je vous dis en introduction de quoi il s'agit avant de répondre à votre question. C'est qu'on se disait que finalement, oui, bien sûr, la délégation iranienne est arrivée en force avec 70 personnes, des experts, alors qu'il y avait 3 personnes côté américain. Cela dit, ils sont très forts pour mentir et pour crâner, entre guillemets, pour parler en mauvais français. Il faut quand même rappeler qu'ils sont arrivés avec un chef d'État qui est quand même mort et qu'ils n'ont même pas encore osé enterrer à ce jour, et que le deuxième, personne ne l'a encore vu. Donc ça, c'était le point sur lequel nous étions d'accord. Ce sur quoi nous sommes pas du tout d'accord, mais ça vous le savez pas encore, c'est que non, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites eh bien que ce sont des menteurs, les Iraniens. Il peut leur arriver, malgré beaucoup d'autres défauts, notamment celui de massacrer leur population à l'arme de guerre. Ils avaient envie d'y arriver, parce que je crois que là, ils savent que c'est la fin, c'est le début de la fin pour eux. Et ils étaient prêts, et d'ailleurs, les Américains l'ont dit, Trump l'a dit, ils étaient d'accord sur tout. Il y a une seule chose qui posait problème, c'était le nucléaire, qui, en 2015, était géré, et que Trump a déchiré, et le détroit d'Ormuz, dont ils ont découvert, les Iraniens, je veux dire, l'importance comme arme ou comme joker, et qui, avant le 28, c'est-à-dire le début de la guerre, eh bien, n'était pas un problème puisqu'il était ouvert. Je voudrais quand même remercier Sophia, parce qu'elle vient de faire la démonstration que j'ai raison.
est-ce qu'on peut... Ah non, j'ai pas dit ça. Est-ce qu'on vous communiquez, on parle de faits. On va y aller, je vous ai fait un raccourci. Est-ce qu'on peut rouler dans une voiture sans moteur ? Non. Si, c'est possible. Non, si on met un âne pour l'attirer. Alors, si vous traitez les Iraniens d'âne, pourquoi pas ? Non, je ne parle pas d'âne, je parle dans l'absolu. Alors, je vous donne une illustration. Ça veut dire jamais je me permettrais ça. Vous avez enfin dit ce que tout le monde avait du mal à dire. Le nucléaire, c'est le cœur du problème ici. Le reste peut s'entendre. Géré en 2015. Il n'a pas été géré en 2015, et c'est pour ça que les négociations ont échoué. Espérons qu'elles aboutiront. C'est retiré en 2018, c'est Donald Trump, alors que ça fonctionnait très bien. Messieurs. Et ça, c'est un fait historique. D'abord, Gallagher, ensuite. Non, il y a une information intéressante. L'armée américaine annonce le début du blocus des ports iraniens demain lundi à 14h GMT. 15h me semble-t-il notre heure. C'est très différent d'un blocus du détroit d'Ormuz. C'est un grand blocus, ça. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer, non mais surtout, ils vont permettre la circulation, mais en bloquant les ports iraniens, ce qui est différent. Il y a, il me semble-t-il, le littoral iranien sur le golfe Persique, je crois que c'est 1300... Ça, c'est un point très important, parce que là, on n'est pas dans le truc. Là, si effectivement, ils bloquent tous les ports de l'Iran, on est dans un blocus au sens le plus classique. Darius, mais justement, ce que vient de dire Gallagher, bloquer les ports, et ce que dit Donald Trump, c'est-à-dire ce qu'il a commencé à faire, c'est-à-dire ce blocus du détroit d'Ormuz, il n'a qu'une idée en tête et il n'a qu'un seul but, c'est d'empêcher les Iraniens d'exporter leur pétrole. Il veut qu'ils restent dans la nasse, qu'ils ne sortent plus, qu'ils n'exportent pas. Et je vous rappelle que c'est ce que Donald Trump avait fait d'ailleurs, face au Venezuela. Il y avait également un blocus pétrolier. Et c'était exactement ce qu'il avait réussi à faire avant la capture de Maduro. Donc Donald Trump est encore dans cet état d'esprit vénézuélien, j'allais dire, c'est-à-dire cette hubris, il reste sur ce succès vénézuélien. Il essaye de faire la même chose là. Or, vous nous avez diffusé il y a quelques instants les mots de Donald Trump. Son seul levier à Donald Trump, c'est justement de menacer, de continuer les combats. C'est son seul levier. Donc il menace. Alors que les Iraniens, leur levier, c'est le détroit d'Ormuz. Mais là, le fait que vient de rapporter, je souligne, ce que vient de rapporter Gallagher est très important, parce que là, c'est plus seulement, si c'est effectivement, tous les ports de l'Iran sont bloqués, c'est un acte de blocus. Et c'est le but, c'est de les empêcher d'exporter. Mais comment est-ce que vous bloquez tous les ports de l'Iran ? Moi, c'est la question que je pose maintenant, parce que et là, j'ai pas la réponse honnêtement. Quelles sont les forces résiduelles américaines qui sont du côté de Bahreïn à l'intérieur du golfe Persique et donc qui sont bloqués et qui ne peuvent pas en sortir. Il y a que celles-là qui vont pouvoir bloquer les ports, parce que ou alors vous tirez sur tous les bateaux qui sortent du port. Voilà. Mais le militaire que vous êtes, je suis surpris parce que il contrôle, et je me permets quand même. Donc je suis pas militaire, mais j'ai fait ma journée d'appel. Laissez-le répondre. Sur le pétrolier chinois qui sort du port. Laissez-le répondre. Pour éviter, c'est logique, pour éviter que des bateaux sortent des ports iraniens. Ils ont un système d'aviation américain très performé puisqu'ils maîtrisent l'air iranien. Ils vont pouvoir empêcher, par sommation, par intimidation, par tous les moyens militaires possibles, de faire que les bateaux sortent. Comme on a vu les Iraniens qui disaient stop, n'allez pas plus loin parce que vous risquez péril. Et ben là aussi, les Américains vont fonctionner. Mais ça montre que Trump met les bouchées doubles. Et là, il joue plus. Ça ne veut rien dire. Il est sérieux. On nous explique que la marine a été détruite, donc il n'y aura pas de navire militaire qui sortira des ports. On est bien d'accord jusque-là. La marine c'est du commercial. Là, c'est du commercial. Alors le commercial, ils sont pas sur place, donc ils tirent dessus. C'est-à-dire quoi, ils sont pas sur place? Les Américains. Les Américains sont pas sur place. Mais ils ont une capacité aérienne ils l'ont démontré. Donc ils tirent dessus, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ils vont empêcher les bateaux de sortir. Eh bien, alors non mais vous plaisantez attendez ou quoi? Non, c'est vous plaisantez, ça n'arrivera jamais. Moi je prends le pari, ça n'arrivera. Petite parenthèse géographique, faites-nous une explication géographique, Sophia Amara. Si effectivement ils veulent bloquer, s'ils veulent bloquer tous les ports de l'Iran, ça veut dire toute cette côte-là? Oui, il y a 1700 km. Ce qu'essayait de dire le général, c'est qu'il y a deux manières d'intercepter un bateau. Soit vous êtes dans ces eaux-là, ce que les Américains ne feront jamais, parce que ce serait un piège. Et là, vous arrêtez le bateau, vous lui dites « Bonjour monsieur », vous retournez à l'envoyeur. Soit vous êtes loin, et là vous tirez dessus, vous le détruisez. C'est ça qu'essaye de vous dire le général. C'est exactement ce que je dis. Et je dis que loin, et vous le détruisez, ça n'arrivera pas sur des bâtiments civils. Donc on l'a dit, sans détruire. Donc je pose la question, moi, mais pour intimider, il faut être dedans. Les Américains sont pas dedans. 700 km. Pas ensemble. Les avions, les hélicoptères américains... Attendez, les avions et les hélicoptères américains sont dans la région, on le sait depuis maintenant un mois et demi.
D'accord ? Ils font ce qu'ils veulent avec les Israéliens dans toute cette région au niveau aérien. Qu'est-ce qui empêcherait demain un avion américain ? Je vous pose la question à vous, l'expert général que vous êtes. Comment est-ce possible ? Comment on pourrait dire aux pilotes américains d'un F-15 je vois qu'il y a 2 bateaux iraniens qui sortent après avoir rempli leur cargaison pour aller en Chine, va les intimider, va leur envoyer des coups de sommation sans le toucher, d'accord ? Mais attendez, mais expliquez-moi comment on peut éviter. Comment on peut y arriver sans toucher le bateau ? Le bateau, il va voir un avion qui a un F-15 au-dessus de sa tête, il va voir un hélicoptère, il va voir l'armée américaine qui lui ne sort pas, je peux te dire qu'il va pas sortir. Entrons dans le détail. Je dis qu'on ne tirera pas sur les bâtiments civils. Les Américains, s'ils font ça, ils sont hors la loi, comme les Iraniens. Et là, véritablement, c'est plus des actes de guerre. Là, c'est des actes de piraterie et c'est du crime de guerre. C'est comme les Houthis. C'est comme les Houthis. Regardez du crime de guerre. S'attaquer à un bâtiment civil avec qui on n'est pas en guerre, c'est du crime de guerre. Les États-Unis, en tout cas, sont en train de rameuter toujours plus de force. Ce sont les images publiées par l'armée américaine à bord de l'USS Boxer. Les marines américains et les marins affectés au navire d'assaut amphibie USS Boxer qui mènent des opérations aériennes. Il y a beaucoup d'images aussi des forces américaines qui viennent de tous les côtés, avions de chasse, avions d'attaque. 1500 à 2000 soldats de la 82e division aéroportée, donc c'est l'unité d'élite de l'armée de terre, qui devrait arriver aussi ces prochains jours. Donc tous ces gens-là, si effectivement c'est un blocus général de l'Iran, contribueront. Oui, et effectivement, les Américains sont coutumiers du fait, c'est-à-dire qu'ils saturent l'espace médiatique d'images de leurs forces déployées pour bien montrer que les menaces ne sont pas en l'air. Et effectivement, on les avait laissés il y a quelques jours, les gens de cette division aéroportée en route. Apparemment, ils sont en train d'arriver. Et cela dit, je ne sais pas très bien comment est-ce que on peut déployer tous ces gens, parce que après l'opération très limitée dans le temps et couronnée de succès de dégagement de leurs 2 pilotes, est-ce que ça veut dire qu'ils vont aller à terre, puisque ces opérations ces outils amphibies, tout ça c'est pour projeter des troupes à terre. Mais on voyait la carte il y a 2 minutes, il y a 1700 kilomètres d'un bout à l'autre de la frontière iranienne, donc s'ils doivent sécuriser tout ça, je pense que ça demanderait probablement des dizaines, voire peut-être des centaines de milliers d'hommes. Je rappelle toujours que ma brigade, alors je fais du comique de répétition, vous allez dire, ma brigade de 8000 hommes, j'étais capable de sécuriser Roissy, ça veut dire à peu près 20 km de périmètre. Ça veut dire qu'avec 8000 hommes, je sécurise 20 km de côte. C'est ça que ça veut dire. Et puis dans une côte qui est désertique, qui est montagneuse, c'est-à-dire que c'est quasiment des falaises à pic, difficilement en territoire ennemi, difficilement ravitaillable sur le plan logistique, dans des conditions désertiques absolument à 40 degrés, absolument considérables. Chaque militaire a besoin de 5 litres. Quand j'étais au Tchad, on consommait entre 9 et 12 litres par personne et par jour. Ils ont envoyé un peu l'affaire. Ce qui me frappe dans cette phase, si vous voulez, c'est qu'on est en train, et c'est normal, de se concentrer sur l'aspect militaire de la chose. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif du blocus, il n'est pas militaire, il est économique. Donald Trump est en train de chercher un moyen alternatif qui passe par l'emploi du militaire, mais pour parvenir à son objectif, c'est de faire en sorte de trouver une porte de sortie honorable au travers du processus de négociation. Donc il se dit qu'il va essayer d'étrangler financièrement, économiquement ce régime en le privant de sa principale source de revenus, et pour cela, il envisage l'outil du blocus. Mais voilà, c'est effectivement un acte de guerre, mais il faut comprendre ce que ça veut dire, me semble-t-il, dans la psychologie de Trump, c'est qu'il est en train de se dire, il faut qu'on parvienne à une... Ça fera image, rappelez-vous la digue de La Rochelle, quand le gardien de Richelieu, les gens venaient de partout dans le Royaume de France voir la digue, c'était un spectacle extraordinaire. Si effectivement il arrive à faire un blocus, un vrai blocus de tous les ports, ce sera un événement d'une très grande ampleur. Oui, parce que effectivement, on s'interrogeait sur les modalités pratiques de ce type de blocage, mais regardez, maintenant le monde entier connaît l'île de Karg, qui est cette espèce ce qui est un peu comme un port en eau profonde en fait, parce que c'est la station-service de l'Iran, et tous les bateaux viennent se ravitailler là avant de partir dans le détroit d'Ormuz. Bon, jusqu'à présent, les Américains et les Israéliens, ils ont tapé la piste d'atterrissage, ils ont tapé les réserves de munitions, mais ils n'ont pas tapé tous les réservoirs dans lesquels sont stockés le carburant. Bon, on pourrait imaginer qu'ils frappent ça, ils tapent pas sur les bateaux, mais en revanche, si ils mettent hors d'état de fonctionner,
mon avis, écologiquement, ça ne serait pas brillant. Mais enfin, bon, c'est autre chose. C'est la première fois que je vous entends avoir des états d'âme écologiques. Non, bravo. C'est d'être un homme responsable. Donc, je fais la balance coût-avantage. Et donc, effectivement, s'il tape ça ou s'il tape, alors là, pour le coup, les dommages écologiques sont moindres. S'il tape les quais, vers lesquels les tankers, auxquels les tankers s'amarrent pour pouvoir faire le plein. Bon, là aussi, ça peut être efficace. Regardez, l'armée américaine met en scène évidemment ce qui est en train de monter en puissance. Les sauts en parachute de la 82e aéroportée. Et je rappelle, c'est 1500 à 2000 soldats de la 82e qui sont en train d'arriver. Faites-nous le commentaire de cette image générale. Alors, les parachutes, déjà, on l'utilise. C'est clair, on les utilise quasiment plus en opération. Soyez pas si négatif. Expliquez-nous cette image. Non, mais c'est pas négatif. Bon, c'est des unités d'élite, c'est une unité qui a aucun doute a un très gros passé opérationnel, qui a sauté le 6 juin 44. C'est pas du tout une critique, c'est-à-dire que dans les combats modernes, le parachute, on le comprend bien, c'est aléatoire, les gens se retrouvent isolés, c'est individuel, on peut se faire mal en atterrissant, et donc aujourd'hui, on est beaucoup plus largué en hélicoptère ou avec ces avions, vous savez, à décollage vertical là, qui sont mi-hélicoptère, mi-avion, que en parachute. Voilà, les combats modernes, c'est cela. Donc la 82e Airborne, donc avec ma démonstration sur ma brigade, je rappelle qu'une brigade aéroportée, c'est pas une unité de l'armée de l'air. Hein. C'est une fois qu'elle est au sol, elle manœuvre comme la mienne. Donc avec 2000 personnes, vous allez avec 2000 personnes, vous allez contrôler 3 km. Voilà, c'est à peu près ça. Mais c'est ça. Voilà, vous pouvez à un moment peut-être vous saisir de l'île de Karg si vous êtes suffisamment nombreux. Mais vous irez pas beaucoup plus loin. Si la régie peut remettre la carte avec le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, qu'on puisse le voir, en fait, l'armée américaine est en train d'annoncer qu'en réalité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va autoriser la circulation depuis et vers tous les ports du golfe Persique, à l'exception, merci à la régie, vous voyez toute la trace qui est en rouge, l'armée américaine va bloquer toute la partie en rouge là, et en revanche, ce qui est en dessous de la ligne en pointillé sur laquelle est indiqué 1702 km, elle va permettre à tous ces autres ports. Donc le Koweït, c'est une énorme opération. Et s'ils le font, s'ils réussissent, parce qu'effectivement, les Saoudiens, les Qataris, les Émirats Arabes Unis, etc., tous ces gens-là pourraient commercer, mais l'Iran serait étranglé par ses ports. Mais vous sortez pas du détroit d'Ormuz quand même. Le détroit d'Ormuz reste le boulot d'étranglement, le siphon, selon l'expression consacrée, qui empêche de sortir. À moins que les troupes qu'on vient de voir aient la capacité de déboucher le siphon. Mais les troupes ne déboucheront pas le détroit d'Ormuz. Ça n'est absolument strictement infaisable. Il faut bien le comprendre. Vous savez qu'il y a eu un précédent. En 2020, au moment où ça fritait fort, comme ça arrive régulièrement entre les Iraniens et les Américains, il y a eu une opération militaire internationale pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Ça s'appelait l'opération Agénor. Et c'était les Français qui étaient les leaders de ça. Ils ont envoyé 2 frégates, un avion de patrouille maritime Atlantique 2. Et je trouve que j'ai conversé avec l'un des responsables de cette opération qui disait ça a marché parce que il n'y avait pas d'Américains dans l'affaire. Donc en fait, il y avait des bateaux, notamment il y avait une frégate néerlandaise, mais les Américains étaient en dehors de ça. Et l'idée, c'était que il fallait qu'il y ait une forme de bonne volonté quand même iranienne pour pouvoir réussir l'opération. Mais que si jamais les Iraniens s'étaient montrés bellicistes, ça aurait été vraiment compliqué. Bien sûr, bien sûr. Avec une armée dite normale, classique, dont les Iraniens n'ont plus aujourd'hui ces ressources. Mais le problème n'est pas ça. Ils n'ont plus de moyens. Mais s'ils tirent un drone sur un bâtiment qui passe, eh bien, s'il y a un tanker à 500 millions de dollars qui flambe, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun tanker ou un bâtiment avec des engrais, etc., tout ce que l'on veut, personne ne passe. Parce qu'il ne s'attaquera pas à la marine américaine. Ils ne s'attaqueront pas à la marine américaine. Ils s'attaquent au secteur économique. Écoutez, de quelle façon on va revenir, puisque beaucoup d'informations arrivent sur ce qu'on voit là, c'est-à-dire le blocus général de l'Iran, des ports de l'Iran, qui est une énorme opération militaire. Mais d'abord, le but, il faut toujours y revenir, c'est ce que vous disiez, Isaac Barchicha, c'est le nucléaire iranien. Écoutez Trump qui s'exprime à ce sujet. Et on a eu des réunions hier. Elles ont duré 21 heures. C'était une longue réunion. On avait d'excellents représentants, JD, Steve et Jared. Nous étions donc bien représentés. Mais nous ne sommes pas parvenus à un accord sur la question importante. Ils veulent avoir des armes nucléaires. Ils n'auront pas d'armes nucléaires. Je le dis depuis 30 ans. Je n'aurais jamais permis que cela arrive avant de me lancer en politique. Ce pays n'aura pas d'armes nucléaires.
Voilà, la mère des batailles, la grande affaire, c'est le nucléaire iranien. Et on comprend bien que dans toutes les heures qu'on va vivre maintenant, c'est ce qui va se jouer sur Twitter aussi, enfin sur son réseau social. Comme je l'ai toujours dit dès le début, il y a de nombreuses années, l'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Et il faut avouer effectivement que Trump en parle depuis 40 ans. C'est une obsession chez lui. Il n'est pas le seul, mais enfin c'est une obsession très ancienne, que le nucléaire iranien jamais ne doit aboutir à la bombe. Oui, et c'est deux obsessions qui se sont rencontrées finalement, puisque vous avez celle de Trump et celle de Netanyahou. Et finalement, pour eux, un Iran nucléaire serait une catastrophe pour toute la région. Et c'est en cela qu'ils sont d'accord. Et je pense qu'en Occident, il ne se trouvera pas une personne sage pour ne pas être d'accord avec eux. Oui. Maintenant, tout le problème, c'est la manière. Et sauf qu'on voit bien que l'Iran n'est absolument pas du tout prête à abandonner le nucléaire. Donc c'est l'écueil absolument majeur de cette opération militaire qui dure depuis plus d'1 an et de ces négociations ratées pour lesquelles la porte reste ouverte. Mais il n'y a aucune avancée dans le domaine du militaire, strictement aucune. Du nucléaire. Quels sont les moyens qu'ils peuvent se donner ? Regardez les images de cette montagne de la Pioche qui serait, alors, en très grande profondeur, se trouveraient encore des installations nucléaires. Rappelons ce qui s'est passé avec le sauvetage du pilote, où on a vu les Américains dans leur capacité de créer une sorte de tête de pont avec cet aéroport dans les alentours d'Ispahan. Une espèce de piste de fortune d'ailleurs où ils ont perdu quand même 2 C-130. Et oui, 2 hélicoptères, c'est une opération à $200 millions juste pour ce qu'ils ont laissé derrière. Donc ce serait une opération d'une extrême dangerosité. Il faut aussi rappeler que, outre le fait qu'on serait un peu dans une série télévisée où il faudrait aller voler des pelleteuses ou les ramener avec des avions pour déterrer, pour se frayer un chemin, etc., faudrait ensuite localiser les stocks d'uranium enrichi. Ensuite, il faut les transporter de l'uranium enrichi. C'est pas quelque chose, c'est pas une bonbonne qu'on met dans un sac à dos et qu'on ramène sur un bateau au terme d'un trajet de plusieurs centaines de kilomètres en hélicoptère. Est-ce qu'ils peuvent le détruire ? Est-ce qu'ils peuvent aller sur place, détruire l'uranium, c'est 450 kilos, et partir ? Par les airs, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Mais je veux dire par commando. Est-ce qu'une opération commando peut c'est-à-dire que ça serait la solution la plus simple, c'est d'enterrer définitivement sous le sol, c'est d'aller trouver sous le sol vraisemblablement, et puis de faire exploser la cet uranium, il est sous le sol, on va pas le déterrer pour le réenterrer. Enfin bon, c'est pas un commando d'Américains qui va faire ça là. Non, mais c'est pratiquement infaisable. Mais il faut d'abord beaucoup de monde, parce que d'abord il faut beaucoup de monde pour sécuriser le périmètre dans lequel les commandos vont il n'y a pas assez de monde, ça vous le dites. Ouais, d'abord, oui, il y a ça, mais ensuite c'est une opération qui peut pas se faire à la Maduro en quelques minutes. On le prend, on l'extrait, on s'en va. Oui. Il faut d'abord une opération qui sécurise donc un cordon. Ensuite, il faut que les troupes au sol y aillent. Il faut des engins de levage particuliers pour embarquer. Alors si on détruit, c'est autre chose. Pour embarquer l'affaire, mais il faut savoir où c'est. Si c'est en profondeur, il faut avoir le renseignement. Est-ce qu'il y a des portes blindées ? Est-ce que ça a été enterré par les anciens bombardements, etc. C'est une opération, à mon avis, qui dure plusieurs heures. Et plus ça dure, plus le rapport de force s'inverse au profit de l'ennemi. Ça, c'est mécanique. Donc plus vous prenez des risques, en plus que vous êtes vraiment très très éloigné de vos bases de départ, si c'est du côté d'Ispahan ou autre, voilà. Et donc plus les délais s'allongent, plus vous êtes en danger. Moi, je suis surpris, c'est que si on prend un peu de recul, on voit que les masques tombent au fil des jours, c'est-à-dire que on découvre cette menace iranienne, on découvre qu'au final le nucléaire est bien là. Non, mais on l'a toujours dit. Non, mais attendez, il est bien là, avec un État qui est suicidaire, kamikaze, tous les pseudonymes qu'on leur a donnés ces dernières semaines. Et maintenant qu'on sait tout ça, on n'arrive pas à se parler collectivement parce qu'il y a une vraie menace. On n'a peut-être pas réussi en 2015 à s'entendre, mais il y a une vraie menace aujourd'hui, et que au-delà des États-Unis, au-delà de le leadership de Trump, il y a d'autres pays qui sont menacés, et pas uniquement les pays du Golfe, parce que je rappelle que ces menaces nucléaires peuvent aller beaucoup plus loin que les pays du Golfe. On devrait collectivement s'associer et discuter pour parler de cet uranium qui est un problème. Regardez de quelle façon la République islamique ce soir fanfaronne sur le thème « Nous ne céderons à rien », ni sur l'histoire du blocus, ni sur l'histoire de l'uranium, et là-dessus, il y a même un clip qu'elle avait produit. Tiens.
Voilà, Trump peut-il oser? Rappelez-vous, dans l'opération pour aller chercher le pilote, ils ont osé. Ils ont osé dans l'affaire du Venezuela. À chaque fois, il y a un degré d'audace qui est avec des prises de risque considérables. Est-ce que vous imaginez les Américains aller chercher le pilote, c'est pas la même chose qu'aller chercher de l'uranium. Il fait pas 440 kilos le pilote. Et puis aller chercher le pilote, c'est aller chercher un de ses hommes. Ça, c'est extrêmement important pour les États-Unis. Mais les États-Unis veulent encore que l'Iran vendent ou cèdent cet uranium, ces 440 kilos d'uranium enrichi. Sauf que, et ça, ils en ont parlé pendant les négociations, on le sait. Sauf que ça n'a pas marché, ça a chopé. C'est-à-dire l'Iran a formulé une contre-proposition qui n'a pas été acceptée par les États-Unis. Donc on en est là, et sur ce plan-là, de ce point de vue-là, on n'a pas bougé par rapport aux précédentes négociations. Donc c'est-à-dire que vous ferez confiance en tant que Française, en tant que Belge, en tant que Suisse, bon, peut-être pas, mais en tant qu'Espagnol, à l'Iran qui détiendrait à nouveau 440 Moi, je ne fais confiance à d'uranium personne, je suis demain. journaliste, Isaac. Non, mais en tant que personne, ou même le citoyen lambda, je veux dire, qui que ce soit va se dire, je suis pas américain, je suis pas pro-américain ou pro-Trump, mais je sais que l'Iran, qui est un régime dangereux, détient cet uranium. C'est ça, moi je suis pas dans la tête de Trump, j'ai pas le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que maintenant que ça concerne pas uniquement les Américains, ça devrait concerner. Non, je comprends. Ce que vous réprouvez, ce que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi il n'y a pas de réaction internationale de personnes qui se sont tirées, de politiques qui sont concernées par le fait que l'Iran possède ces 440. C'est ça que vous dites. C'est ça le problème, bien sûr. Oui, mais alors on peut peut-être vous répondre, mais là, en tant que journaliste et analyste, peut-être parce que les Européens n'ont pas envie de s'allier à un homme qui est Donald Trump et qui a lui-même déchiré l'accord sur le nucléaire qui, selon l'AIEA, était respecté. Donc que Donald Trump ou Netanyahou nous disent que c'est pas le cas, c'est pas une référence. Donc c'est un problème d'ego. Non, du tout. De confiance. Parce que pour faire la guerre, et là, nous, on essaye d'analyser en tant que journaliste. Vous, peut-être, vous êtes un communicant. Sophia Mara, si je peux me permettre, il faut avouer que l'Iran ayant l'arme nucléaire, c'est pas tout à fait le même sens que certains autres États. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc le doute, Darius, c'est le degré de doute, si vous voulez, moi, l'AIEA est très respectable, mais l'AIEA elle-même a un petit peu flotté sur le sujet. C'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est que personne de décent ne peut évidemment se réjouir du fait qu'elle l'obtienne ou même qu'elle soit prête de l'obtenir. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ils ont obtenu ces 440 ou travaillé sur ces 440 kilos d'uranium enrichi après que l'accord ait été dénoncé par Trump. Ce soir, est-ce que les partisans de la guerre et de la guerre jusqu'au bout sont en train est-ce que leurs actions sont en train de remonter? Un homme qui incarne ça, c'est évidemment le Premier ministre israélien Netanyahou, qui a toujours dit, il s'en fait pas mystère, que lui est pour aller le plus loin possible pour détruire le régime de Téhéran et ses proxys, Hezbollah, etc. Voilà, il s'est rendu là auprès de ces hommes dans l'opération contre le Hezbollah au Liban. Écoutez-le. Je suis ici avec le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le commandant de la division, le chef de la brigade et nos soldats de réserve. Il y a ici un esprit formidable, des capacités de combat, et ils se battent bien. La guerre se poursuit, y compris à l'intérieur de la zone de sécurité au Liban. Nous avons accompli un travail colossal, des exploits immenses. Il reste encore des choses à faire, et nous les faisons. L'une des choses que nous constatons ici, c'est que nous avons changé le visage du Moyen-Orient. Nos ennemis, l'Iran et l'axe du mal, sont venus pour nous anéantir. Et maintenant, ils se battent simplement pour leur survie. Est-ce que les actions, pas seulement de Netanyahou, de Exet, de ceux qui sont pour la guerre, sont en train de remonter, Guillaume Roquette? Rappelez-vous ce que le New York Times rapportait sur la réunion où se trouvaient Netanyahou, Exet, Ratcliffe de la CIA, Kane, le chef d'état-major, où Ratcliffe disait cette histoire est un peu bidon, Kane disait c'est bullshit ou le contraire, je me rappelle plus. Et les deux partisans de la guerre, c'est Netanyahou et c'est aussi Exet. Oui, je pense que autant pour les Israéliens, il n'y a jamais eu de doute sur la volonté du Premier ministre, qui considère que ce qu'il faut avant toute chose, c'est la sécurité d'Israël, et lui, il considère aussi que tant que le Hezbollah ne sera pas éliminé et que donc il n'aura pas fait entre guillemets le ménage au Liban, eh bien Israël ne sera pas en sécurité. En revanche, effectivement, du côté de Trump, le fait que Trump n'ait pas saisi cette occasion qui était celle des négociations au Pakistan pour mettre fin à la guerre, au contraire qu'il soit clairement dans une logique d'escalade avec maintenant l'annonce du blocage du détroit d'Ormuz, ou en tout cas l'interdiction de sortie des bateaux qui seraient passés par des ports iraniens,
Ça, c'est un message clair. Et donc, il y a effectivement, peut-être que pour une fois, Trump devient relativement lisible. C'est-à-dire qu'il dit, OK, vous avez refusé d'abandonner votre programme nucléaire, alors je continue la guerre. Pour une fois, le but des guerres a l'air un peu plus précis. Est-ce qu'on se fait enfumer ? Trump, rappelez-vous, 28 février, beaucoup disaient, il gesticule, il le fera pas. Chaque fois, on sous-estime. Chaque fois qu'on pense qu'il va pas le faire, il le fait. Oui. Effectivement. Est-ce qu'en réalité, Trump et Netanyahou, sur ce plan-là, ils sont sans doute sur la même ligne, veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire casser une fois pour toutes les reins du régime de Téhéran ? En tout cas, Netanyahou, juste un mot, Netanyahou, dont on vient d'entendre ce qu'il a dit dans cette conférence de presse, il dit qu'il ira jusqu'au bout, mais de facto, il a absolument écouté Donald Trump depuis le début du cessez-le-feu. Netanyahou, les Tzahal, plus personne n'a rien fait en Iran depuis cette déclaration de Donald Trump. Donc là, il attend, il est suiveur de Donald Trump. Vous savez, moi je parlais avec des Israéliens il n'y a pas longtemps, je leur ai posé la question. Ils me disent, mais on ne vous comprend pas, vous, la France. Parce que tout le monde dit, et c'est vrai, beaucoup de pays européens disent, il faut la sécurité de l'État d'Israël, il faut les défendre, on veut absolument les protéger. Et tout le monde s'est posé la question exactement au lendemain du 7 octobre, on a eu un président qui est arrivé à Tel Aviv, oui, on va faire une grande coalition, ça a fait pchit d'ailleurs, l'effet d'annonce. Mais concrètement, quand on dit, on veut aider à la protection de l'État d'Israël, Netanyahou a compris qu'il était tout seul. Et que quand il a Trump en face, qui enfin a cet esprit international où il a envie de marquer les esprits dans le monde entier, qui veut en finir avec ce que lui il considère l'une des plus anciennes menaces, l'Iran, il y va parce qu'aujourd'hui, il va jusqu'au bout. Et malgré tout ce qu'on a pu dire qu'il y avait peut-être un peu de l'eau dans le gaz entre Israël et les États-Unis, on voit encore jour après jour que les Américains et les Israéliens fonctionnent parfaitement ensemble. Mais je rappelle quand même que les Rafales ont décollé pour protéger le ciel aérien. Merci la France. Voilà, alors quand vous dites que vous avez été tout seul, nous on fait pas la guerre offensive avec vous, notamment au Liban ou en Iran. En revanche, quand votre ciel est attaqué au-dessus de Tel Aviv ou au-dessus de Jérusalem, on est là, on a détruit pas mal de drones, et ça a été encore le cas avec le porte-avions Charles de Gaulle qui était présent, puisqu'on sait qu'on a détruit je ne sais pas combien de drones. Général, oui ou non, au point où on en est, est-ce qu'il faut considérer que l'Europe aussi est menacée par Trump et qu'on devrait participer maintenant aux opérations ? Aux opérations offensives, certainement pas. Voilà. Donc. Menacé par Trump, vous avez dit ? Menacé par l'Iran. Les trois d'Ormuz, c'est défensif, c'est pas offensif, c'est défensif. Mais Guillaume Roquette. Non, c'est défensif. Je sais pas, parce que moi je suis pas affirmatif. Le ministre de l'Intérieur, qui a priori est un homme un peu mieux informé que nous, a expliqué qu'il y avait de forts soupçons que l'Iran soit derrière une tentative d'attentat contre un établissement bancaire américain à Paris. Donc dans le passé, il y a eu à de nombreuses reprises des actions terroristes qui étaient téléguidées par l'Iran. Donc oui, je pense que ce danger existe. C'est pas un danger immédiat, c'est pas un danger systémique comme on dit aujourd'hui, mais il me semble que oui. C'est pour ça que autant je comprends qu'on soit pas militairement engagé dans ce conflit, autant sur son principe, moi je pense qu'on pourrait soutenir les Américains en disant oui, essayer de faire tomber ce régime, à mon avis, c'est une œuvre de salubrité publique. Oui, alors faire tomber ce régime, mais pas quand on le fait comme Donald Trump l'a fait, d'abord en insultant ses alliés, en leur imposant 15%, en menaçant d'annexer le territoire. Je rappelle, non mais c'est moi qui parle. Vous êtes susceptible. Oui. Je rappelle simplement que la confiance est partie. Mais il va falloir 10 ans pour la rebâtir. Elle est partie à cause d'un seul homme, il s'appelle Trump. Très bien. Voilà. Et vous avez raison. Mettons, je fais quoi de nos amis libanais qui vivent un enfer, dont la France a les capacités d'aider à désarmer le Hezbollah. Non mais attendez, mais attendez. Bien sûr, mais ils vivent un enfer aussi à cause d'Israël. Non, ils vivent un enfer à cause du Hezbollah. Mais aussi à cause d'Israël, il y a eu combien de morts, Sophia ? Alors, on s'en l'un après l'autre, pas ensemble. Je vais laisser mon propos. Qui a attaqué qui ? Le Hezbollah a attaqué Israël au lendemain de l'attaque contre l'Iran. Le Hezbollah n'avait rien à voir avec l'Iran. On l'a vu maintenant qu'ils ont tout à voir avec l'Iran. Et c'est une menace qui malheureusement dure depuis trop longtemps pour Israël, dont on a fait la démonstration il y a quelques minutes, qu'ils veulent en finir avec ces menaces existentielles qu'ils ont contre eux. Et ce que moi je déplore aujourd'hui, c'est pas bien sûr les morts, mais c'est une tristesse absolue de voir des civils et des gens qui n'ont rien à voir, qui meurent sous ces attaques. Mais au final, c'est que le Hezbollah est malheureusement
partout dans le sud du Liban, même au-delà, et qu'on n'arrive pas, nous, la France ou d'autres pays européens, à dire on va au moins aider à sécuriser le territoire libanais. Mais c'est ce qu'on fait en aidant les forces armées libanaises. J'en suis absolument désolé. Sophie Amara. Oui, alors, non, c'est pas Israël qui peut aider le Liban. Le Liban, pas dit Israël, c'est la France. Non. On parlait de la France. Hein. Non, la France aide. Le général pose une question, on en est à 2000 morts. 2000 morts libanais civils. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est pas le Hezbollah qui les a fait. C'est pas le Hezbollah qui, de toute manière, est un problème qui aurait dû être géré depuis longtemps par le gouvernement libanais, qui est complètement tétanisé devant cette menace parce qu'il a peur d'une guerre civile. Et beaucoup de Libanais pensent qu'il a tort parce que ce qu'on vit aujourd'hui ou ce que vivent les Libanais aujourd'hui est plus grave encore que la guerre civile qui aurait pu avoir lieu si l'armée avait décidé de désarmer le Hezbollah. C'est un autre débat. Il y a 2000 morts et effectivement, la France fait beaucoup. La France est présente au sud-Liban en la personne de la FINUL qui est attaquée et humiliée par Israël nuit et jour. Et les Américains... Vous laissez dire ça, je suis désolé. Non mais la FINUL, elle est là depuis 30 ans et elle fait rien. La France fait des conférences, fait des initiatives. Oui, c'est bien. Comme l'Amérique, Quel est le plan de Trump? C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train de dissimuler ou non ses visées? Regardez-le, il répond à votre débat. À sa façon, il dit qu'il est déçu par l'OTAN, qu'il ne l'appuie pas assez contre la République islamique. Oui. Nous sommes très déçus par l'OTAN. Nous sommes très déçus qu'ils ne soient pas venus. Maintenant, ils veulent venir et ils veulent aider pour le détroit. Et ça ne prendra pas longtemps pour le nettoyer. Donc nous allons nettoyer le détroit et ils pourront l'utiliser d'ici peu. Nous devons réexaminer l'OTAN car elle n'était pas là pour nous. Et laissez-moi vous dire, je le répète depuis 25 ans, qu'elle n'était pas là pour nous et qu'elle ne sera pas là pour nous. Il s'agit simplement d'une opération militaire. Ce n'est pas difficile pour nous. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que Trump ira, quoi qu'il en soit, seul? Parce qu'il dit maintenant ils veulent nous rejoindre. Non, personne ne veut rejoindre Trump. Vous savez, quand je l'entends parler comme ça dans cette matinale de Fox News, j'imagine Mark Rutte qui suit ça et qui se dit ah non, parce qu'il va devoir à nouveau faire une espèce de grand écart extrêmement périlleux entre un côté de l'Atlantique et de l'autre, avec des espèces de contorsions oratoires pour dire non, mais vous le comprenez pas bien, etc. Non, bien sûr que les nations otaniennes, notamment européennes, ne veulent pas faire partie de cela. La France, d'ailleurs, peut-être va porter, je le redis, une résolution pour essayer de faire en sorte que cette situation, celle du détroit d'Ormuz, soit résolue par la voie diplomatique avec l'ensemble de tous les acteurs de manière élargie. Mais la solution militaire, on ne la voit pas. Est-ce que vous partagez tous cet avis pessimiste sur la solution militaire? On est au jour 44, ça fait 44 jours que ça dure. Alors, il y a des ultra, sceptiques comme pacifistes. Vous. Alors là, oui, je suis plus que sceptique. Je dis qu'ils se sont plantés de guerre et que ça n'ira nulle part. Voilà, c'est tout. Est-ce que d'autres sont dans un point de vue un peu différent? Quand on voit les moyens qui sont utilisés, tous ceux qu'on a vus depuis début de cette émission, le Lincoln, le groupe aéronaval, l'arrivée des ravitailleurs, les bombardiers lourds, ils continuent à arriver, notamment par les bases au Royaume-Uni. Ils mettent toujours plus de moyens. Moi, je pense que cette guerre n'est pas finie. Et effectivement, pour l'instant, les Américains n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à faire tomber le régime et ils n'ont pas réussi à faire émerger une force alternative. Mais encore une fois, comme vous le dites, ils déploient de plus en plus de moyens. Et donc je pense qu'il est trop tôt pour dire si c'est un échec ou non. Est-ce que les commentateurs sont trop impatients? Rappelez-vous la guerre d'Irak, où, sauf erreur, Saddam est tombé après un mois. Oui, mais je me rappelle encore. Comment? Il y avait 400 000 troupes au sol. C'est sûr. Mais rappelez-vous le pessimisme. Et on a pris Bagdad. Alors, on fera tomber le régime iranien quand on prendra Téhéran. Oui. Voilà, c'est tout. Et c'est ça, en fait. Il n'y a pas de raison de se mêler d'une coalition qui n'a aucune chance de gagner non plus. C'est une guerre offensive pour laquelle on n'a pas été concerté. La confiance est rompue avec le président des États-Unis. Et en plus, on considère qu'ils se sont plantés de guerre. On va pas aller se mettre dans le bourbier dont on sortira avec une demi-main coupée. Ça n'a aucun sens. Tout à l'heure, vous montriez l'article du New York Times de Maggie Haberman et Jonathan Swan qui est absolument passionnant. Et la réponse à votre question, qui ne croit pas à la solution militaire? Tous les présidents américains auxquels Benjamin Netanyahu est allé parler avant Donald Trump. Bush, Clinton, Biden, Obama.
même sous Trump 1, Netanyahou leur a demandé l'option militaire. Et tous ont fait leur devoir, parce que tous voulaient effectivement la chute de ce régime. Et à chaque fois, ils ont dit, c'est pas possible militairement. C'est pas possible, ce régime est odieux. Et on rêverait de pouvoir le faire militairement, avec tous les moyens colossaux, disproportionnés qu'on a par rapport à l'Iran, mais ça ne fonctionnera pas. Et Donald Trump, lui, n'a pas assez fait ses devoirs. Par ailleurs, et je termine juste par là, les membres de sa propre administration n'y croient pas. Vous vous souvenez du mot employé en anglais par Dan Radcliffe, le patron de la CIA, farcical. C'est ça. C'est une farce. C'est ça, c'est farcesque. Farcesque, exactement. Bravo. Ce qui est quand même regrettable, c'est que l'OTAN pourrait s'engager d'une certaine manière et qu'on oublie derrière tout ça que c'est un jeu d'échecs et que le grand gagnant de tout cela, c'est Vladimir Poutine. D'accord ? Mais le premier Vladimir Poutine qui fait quand même la guerre en Europe. Accessoirement, il fait la guerre en Europe. Il tue des Européens. Bon. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, si l'OTAN, si la France, si quelques pays ouvraient leur bouche, disaient éventuellement, nous allons éventuellement réfléchir, peut-être initier des initiatives de diplomatie ou autres, eh ben, effectivement, en tout cas pour l'instant, ça se sait pas, ou du moins ça n'a pas encore beaucoup abouti. Je pense que ce conflit pourrait se finir beaucoup plus tôt que prévu, et c'est que en travaillant en coalition, peut-être pas offensif, mais défensif, parce que les Trois d'Ormuz, ça concerne plus les Européens, les Chinois, que les Américains. D'accord. Et ça va avoir un problème. C'est ce que disait Trump il y a quelques semaines, que les Français se débrouilleront pour eux-mêmes pour débloquer les Trois d'Ormuz. On peut pas avoir raison contre tout le monde. Expliquez-moi pourquoi, au sein de l'OTAN, il y a 31 pays sur 32, à part les États-Unis, qui sont contre cette guerre. Parce que les 31 autres dépendent des Américains. Non, non, la France ne dépend pas forcément des Américains. Dans le cadre de l'OTAN, c'est un peu facile. Je veux dire, c'est un peu comme quand on a des amis, c'est toujours les autres qui sont des cons. Eh bien, il y a un moment, quand on se met 31 de ses amis à dos, il faut quand même se poser la question, pourquoi 31 de vos amis, qui sont des alliés fidèles depuis 80 ans, d'abord, je pense pas qu'ils sont tous à dos. Je pense qu'ils se parlent entre eux et ils n'ont pas peut-être le courage de l'annoncer en public. La confiance, c'est on part pas à la guerre avec quelqu'un dont on pense qu'il va vous coller une balle dans le dos demain matin. Est-ce que Trump est en difficulté, oui ou non ? Regardez les images, parce que là, on va s'y attarder même, on va faire plaisir à Niva, grande spécialiste, je le disais, de l'Ultimate Fighting. Trump, et de la Russie, et des guerres, etc., des choses bien plus sérieuses que l'Ultimate Fighting, je le rappelle quand même. Mais là, c'est l'Ultimate Fighting qui nous occupe en l'occurrence. Regardez les images où on voit Trump qui, de façon un peu dissimulée, pendant que son vice-président était à Islamabad, ou à peu près, est allé. C'est un sport très populaire aux États-Unis. Alors, dans une certaine frange de la population, effectivement. C'est d'ailleurs son fils Baron qui lui a dit tu devrais t'intéresser au MMA. Et il a eu raison parce que ça fascine, c'est très ultra masculiniste, viriliste, etc. C'est très populaire. Et le patron de ça qu'on voit là, l'homme en noir au crâne rasé, est quelqu'un qui est devenu extrêmement... Ça c'est Rogan, hein, c'est ça? Non, ça c'est Dana White, ça. Dana White, c'est le grand copain de Donald Trump. Et d'ailleurs, il y a un moment qui a été capté par Donald Trump, de Donald Trump avec ce combattant, où Donald Trump à nouveau est un côté très homo-érotique dans ce qu'il dit à ce combattant qui est absolument magnifique, en disant tu pourrais être mannequin, tu es magnifique, pourquoi est-ce que tu fais ce sport, etc. Mais non, c'est un sport, qui génère énormément d'argent. Il faut se rappeler que pour son anniversaire, Donald Trump a fait organiser ça dans les jardins de la maison. Darius, puisque vous me présentez comme spécialiste de ce sport, si je peux dire un mot, effectivement, Donald Trump s'est rendu hier soir à ce combat, à ces combats, parce que c'est toute une soirée très très festive. Mais le but de Donald Trump, c'est de récupérer des combattants. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'argent derrière ça, justement avec ce Dana White, pour pouvoir les amener à la Maison Blanche en juin, quand il va y avoir l'anniversaire de Donald Trump et également les 250 ans des États-Unis. C'est ça le but de Donald Trump. Donc c'est ça qui était sa préoccupation hier soir. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Marco Rubio était là. Là, en revanche, il a le droit d'aimer aussi l'Ultimate. Mais je suis pas sûr qu'il aime véritablement. Je pense que c'est Donald Trump. Regardez, alors ça c'est l'image avec Rubio. Et regardez effectivement pour les 250 ans, 250e anniversaire des États-Unis, l'union de l'Ultimate Fighting, et Trump prévoit d'organiser cet événement. C'est ce que je vous disais. Voilà. Avec cette espèce de dispositif géant. Voilà, c'est le ring. Ça, c'est le ring. C'est l'octogone. C'est comme ça se passe. Je demanderai Anne avec moi, si elle veut bien. Moi, je veux bien, oui, effectivement. Il a fait commenter le match. Ovale, un octogone, en fait. Un octogone. Tous les présidents, chefs d'État et de gouvernement qui rentrent
dans le bureau ovale, sont comme des combattants qui rentrent dans cet octogone et se demandent à quelle sauce. En fait, il se compare à ses combattants, Darius. C'est ça que vous n'avez pas compris, c'est qu'il se prend pour un grand combattant. Regardez de quelle façon l'internationale conservatrice dont Trump est le pilier, ses adversaires appellent ça international réactionnaire, perd un allié de poids ce soir, c'est Orban en Hongrie. Il était au pouvoir depuis 2010 et il perd contre Péter Magyar, figure de l'opposition maintenant au pouvoir. Il a cette formule Orban en disant c'est une douleur. Et ce soir, il y a deux Europes, celle qui déplore et celle qui applaudit, notamment, je disais Thierry Breton et qui se prive pas, Ursula von der Leyen qui est même à son deuxième tweet pour enterrer un peu plus l'homme qu'ils ont beaucoup combattu. C'était un obstacle à l'Union européenne, en tout cas à la majorité de l'Union européenne. Oui, c'est un homme qui s'opposait frontalement à la Commission européenne sur deux sujets essentiellement. D'abord, l'aide à l'Ukraine, où la Hongrie usait de son droit de veto et faisait une sorte de blocage procédural pour éviter que les aides européennes puissent être versées à l'Ukraine. Et puis, il y avait aussi une opposition au principe de l'Union européenne et à travers un régime qui était un régime populiste, c'est-à-dire qui privilégiait une forme de démocratie qui était le lien direct entre les électeurs et le pouvoir, et qui négligeait les contre-pouvoirs, qui effectivement il les utilisait aussi à son profit. Les médias étaient largement en sa faveur. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'empêchait absolument pas le fonctionnement normal du système démocratique hongrois. Les Hongrois ont dit on ne veut plus d'Orban. Eh bien, ils l'ont défait. Ils ont mis à la place un homme qui d'ailleurs pas beaucoup plus à gauche que lui sur le fond. Donc c'est pas. Moi, je suis pas en deuil. D'ailleurs. Il vient du Fidesz à l'origine. Il était dans Fidesz jusqu'en 2024. Célia Just-Freddy, on reçoit l'image en direct. Vous êtes sur place. Faites-nous la description de ce que font les pro-Magyar et les pro-Orban ce soir. Qui est derrière vous d'abord? Alors ce que vous pouvez voir autour de moi, c'est qu'il y a toujours énormément d'ambiance. Ce soir, c'est la fête. Toutes les voitures qui passent ici klaxonnent. On voit beaucoup de drapeaux aux fenêtres. Il y a des milliers de personnes dans la rue. Vous pouvez le voir sur les images d'Éric Josset. Beaucoup de monde, beaucoup de sourires sur ces visages. On a senti beaucoup de gens. On a pu parler avec certains Hongrois qui nous ont dit se dire soulagés de cette élection et être vraiment heureux de ce changement et être heureux de faire partie de l'Europe et d'y rester. En tout cas, beaucoup de fierté ce soir, notamment du côté de la jeunesse, car j'aimerais revenir sur le taux de participation. On l'a parlé, il est assez extraordinaire. Plus de 78% de taux de participation et notamment la mobilisation de la jeunesse, car on le voit tout autour de nous. Il y a énormément de jeunes qui sont venus célébrer la victoire de Peter Magyar ce soir. Je cite, merci beaucoup, je cite Ursula von der Leyen. La Hongrie a choisi l'Europe a toujours choisi la Hongrie. Un pays reprend son chemin européen. Il faut dire ce qui est, qu'on soit. Alors, chacun est libre de ses opinions. Il y a vraiment deux camps en Europe, mais pour Madame von der Leyen, pour beaucoup, pour Emmanuel Macron aussi, il était une forme d'adversaire alors il était à la fois très proche de Poutine, de Netanyahou, de Trump et même de Xi Jinping, puisque Xi Jinping, rappelez-vous, il avait fait le voyage de Paris, mais ensuite très vite de Hongrie. Vous voyez, j'arrive à être d'accord avec Madame von der Leyen, donc alors ça, voilà. Incroyable. Alors, je fais partie des gens qui se réjouissent fondamentalement ce soir du choix européen et du choix de la démocratie, et comme l'a dit de toute manière Guillaume tout à l'heure, c'est le peuple qui a choisi, et donc ça, c'est ça la démocratie, le peuple a choisi. Il y a un point quand même, parce que Madame von der Leyen elle-même, c'est pas la même qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que quand est-ce que Orban se met en travers de la majorité européenne? C'est en 2015, au moment où l'Allemagne dit nous allons accueillir un très grand nombre de migrants qui arrivaient notamment de Syrie. Vous savez, c'était la fameuse déclaration de la chancelière de l'époque, Angela Merkel, nous allons y arriver. Et là, voilà, exactement. Alors moi je parle pas bien allemand, donc je préfère pas m'aventurer dans la langue d'origine. Et là, Orban a dit non. Moi, je veux pas de ça, moi. L'immigration, je veux la réguler, voire je veux la supprimer. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Europe est en train de basculer complètement. Il y a une directive européenne sur l'immigration qui a été votée, notamment d'ailleurs grâce à une alliance entre la droite et l'extrême droite au Parlement européen. Donc, en fait, je dirais que paradoxalement, Orban est battu, mais il a un peu gagné quand même, dans ce sens où même les sociodémocrates danois comprennent que la politique était voulue par Madame von der Leyen au départ, c'est-à-dire une politique de
d'ouverture à l'immigration, d'ouverture massive, elle est refusée par les peuples. Et écoutez le nouveau venu, Péter Magyar. Magyar, d'ailleurs, ça veut dire hongrois. Magyar, c'est un gros nom de famille hongrois. Je ne sais pas à quel point il est courant en Hongrie, mais j'imagine qu'il l'est passablement. Écoutez. Nous y sommes parvenus. Pas juste un peu, mais largement, vraiment très largement. Ensemble, nous avons fait tomber le régime Orban. Ensemble, nous avons libéré la Hongrie. Nous avons repris notre patrie. Merci, merci à vous. Et voilà les événements en Hongrie, nous y reviendrons bien sûr, mais d'abord le coup de théâtre et ses suites autour de l'Iran. Trump qui veut installer le blocus, et on en est au-delà, puisque ce soir, Mathieu Kerman, vous êtes avec nous en direct. Dans les minutes qui précèdent, on a appris beaucoup de choses sur la volonté très concrète d'étendre ce blocus même à tous les ports de l'Iran. Absolument, c'est une annonce qui a été faite par le CENTCOM, le centre de commandement de l'armée américaine qui opère au Moyen-Orient. Une annonce faite il y a un peu plus d'une heure. Ce blocus naval entrera en vigueur à partir de demain à 10h heure de Washington, c'est-à-dire à 16h heure de Paris. Et le CENTCOM précise que ce blocus s'appliquera de manière totalement impartiale à tous les navires qui entrent ou qui sortent des ports iraniens et qui souhaitent passer par ce détroit d'Ormuz. Le CENTCOM précise que cela s'appliquera également pour tous les bateaux qui sortent des ports iraniens qui sont basés dans d'autres pays de la région. Autre annonce faite par le centre de commandement de l'armée américaine, c'est que les bateaux qui partent des pays et des ports non iraniens pourront traverser le détroit d'Ormuz. Donald Trump a donc mis sa menace à exécution. On l'a entendu, le président américain très en colère ce matin lorsqu'il s'est exprimé sur Fox News. Il menace d'anéantir totalement l'Iran si l'Iran n'accède pas à ses demandes. On le sait, il réclame la fin du nucléaire iranien et la réouverture totale du détroit d'Ormuz. Donald Trump qui avait d'ailleurs précisé en même temps que ce blocus que l'armée américaine allait déminer le détroit d'Ormuz. Donald Trump qui est attendu dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, ici à la Maison-Blanche. Il sera de retour de Mar-a-Lago où il a passé la soirée hier. Mathieu Kerman, où est-ce qu'on en est ? On a vu tout à l'heure l'image de J.D. Vance qui rentrait d'Islamabad, bredouille en tout cas pour l'instant, mais est-ce que la négociation est terminée ? Non, si j'ai bien compris, la main qui négocie reste active. Oui, absolument. On a appris il y a quelques minutes maintenant par le Wall Street Journal que les pays arabes souhaitaient que l'Iran et les Américains reviennent à la table des négociations. Donald Trump dit que l'Iran n'a pas les cartes en main, que c'est les États-Unis qui dictent leurs lois. Vous l'avez dit, J.D. Vance est de retour ici à Washington depuis un peu plus d'une heure, de retour du Pakistan. On attend le retour de Donald Trump qui ne s'est toujours pas exprimé depuis ce matin, qui ne s'est pas exprimé depuis ce matin. Reste donc désormais à savoir si Donald Trump va retourner discuter avec l'Iran, sachant qu'on a appris il y a quelques minutes que l'Iran dit avoir été à 2 doigts d'un accord avec les États-Unis à Islamabad. Vous le comprenez, c'est parole contre parole entre les Américains et les Iraniens. On assiste, merci beaucoup Mathieu. Je ne sais pas comment appeler ça, est-ce que c'est un jeu de go, est-ce que c'est un jeu d'échecs ? En tout cas, les deux parties jouent. Tout à fait, c'est-à-dire que la porte, elle reste entrouverte. Et chacun joue à la fois dans le champ informationnel, le champ psychologique. Il y a aussi toutes les informations auxquelles nous n'avons pas accès via la médiation pakistanaise. Les canaux restent ouverts. Faut pas oublier qu'on se concentre, et c'est normal, sur le triumvirat côté iranien, Arakchi, Ghalibaf et le troisième personnage face à J.D. Vance, Witkoff et Kushner. Mais vous avez aussi des négociateurs d'un rang inférieur. Alors, il n'y a aucun négociateur d'un rang inférieur qui est resté à Islamabad. Ça aurait été un signal très très fort. Ils sont tous repartis. Mais manifestement, les contacts se poursuivent et ces effets d'annonce participent de ce jeu-là. Darius, il n'y a pas eu d'avancée énorme, de percée, disons, diplomatique, mais rien que le fait qu'il y ait eu se soient tenues ces réunions en face-à-face, ce face-à-face inédit qui n'avait pas eu lieu depuis 1979, donc direct, montre, à mon sens, la volonté des deux parties de vouloir, en tout cas, sans doute mettre fin à cette guerre et prolonger diplomatiquement. Oui. Ça reste ouvert. Sinon, ça ne se serait pas produit de façon directe.
Oui, moi je suis absolument d'accord, parce que un des principaux événements, des faits, des événements que l'on vit là, c'est véritablement que les armes continuent à se taire. Oui. C'est-à-dire que le silence des armes est vraiment assourdissant. Moi je pensais véritablement, s'il y avait rupture, ça exploserait immédiatement. Et aujourd'hui ça tient, et si ça tient, c'est vrai, et je pense qu'il y a dialogue, et qui continue quelque part à maintenir un fil ouvert. Pour que ces deux délégations se voient à l'hôtel Serena Islamabad, c'est que les négociations en réalité, elles ont commencé bien avant les négociations de débarque. J.D. Vance ne débarque pas pour découvrir. Ça avait été préparé quand même en amont. Effectivement. Bien sûr. Donc ça veut dire que, et là il faut rendre hommage à la médiation pakistanaise, aidée par les Égyptiens, les Qatariens, les Turcs et d'autres qui ont participé à cela. Et quand les Iraniens disent nous avons été à deux doigts, pardon Anne, mais vous dites il n'y a pas eu de percée. En réalité, il y en a peut-être eu et ils ne sont pas encore disposés à communiquer à ce sujet.